à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation, tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move et en simultané sur Twitch. Tout au long de la saison, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie manga, des éditeurs, des mangakas, des comédiens de doublage et tout un tas d'autres artistes ou invités qui aiment et qui aiment les mangas et qui viendront partager leur amour du manga. À la fin de la saison, le monde du manga n'aura plus de secret pour vous. Aujourd'hui, dans Yatta, avec moi, elle est là tout en chemise Akatsuki, Sophia Duquesne, alias Mademoiselle Soso. Comment tu vas? Ça fait tellement bizarre. Bah oui. Comme ça, si des gens veulent t'envoyer des lettres, ils ont au moins ton prénom et ton nom de famille. Ils peuvent m'envoyer des statues, voilà. La Tsume Art. La Tsume Naruto qui fait 1 mètre. Bah écoutez, ça va très bien. Très contente d'être là comme d'habitude. Je suis toujours encore pas habituée au studio, mais il est tellement beau. En fait, t'es pour dire, ceux qui nous ont suivis lors de la saison précédente, lorsqu'on faisait une vanne, on avait tendance à se faire un petit check. Oui. Mais là, t'es trop loin. Attends, on y arrive? Ouais, on y arrive, on va y arriver. Boiter l'épaule un peu. Ouais, ça marche, on peut se faire des mauvaises vannes. Il y aura le Himitsu tout à l'heure. Himitsu tout à l'heure, et c'est un Himitsu qui fait un petit peu mal au cœur, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Ah bon? Oui. Bon, bah on essaiera de rigoler quand même avant et un peu après. Moi j'aime bien quand c'est sombre, quand on pleure. C'est vrai. C'est vrai. À côté de toi, il était pas là la semaine dernière, il est là, Frédéric Padé, alias Olkinry, alias Diff. Frédéric Padé. Donc je ne rebondirai pas là-dessus, cette émission est tout publique. Du nom de l'héritage de Goldie Roger, tu comprends les bails. Exactement. Okay. Alors il faut que tu remettes ton casque correctement, apparemment selon les ordres de notre cher Face, qui est le producteur. Il y avait un flow, mais vas-y. Ouais, il y avait un flow. Alors ceux qui sont sur Twitch, qu'on salue évidemment, peuvent voir ta superbe chemise avec... Il y a des flamants... Ah non, c'est pas des flamants roses dessus. Je sais pas ce qu'il y a, mais elle dégage son bail. Elle dégage son bail. Il s'agit que de ça. Exactement. Une toute nouvelle chronique cette année, cette saison. Vu que, le Poneglyph. Ouais, vu que je suis sorti avec Nico Robin. Ah bon, bah, félicitations déjà. Elle m'a transmis le Ohararien. Ouais. Je peux traduire les poneglyphes de punchline, de rap music français. D'accord. Français. Donc on en parlera tout à l'heure avec toi. Exactement. Ça marche. C'est aussi sa première, il a intégré l'équipe la semaine dernière. Valentin Paco alias Valentin Paco. Comment tu vas? Voilà. Bienvenue dans Yatta. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et alors tu as une chronique qui s'appelle le Nani. C'est ça, mon but c'est de faire dire à au moins une personne dans l'auditoire Nani pour qu'il soit surpris avec une info croustillante sur la sortie d'un titre. Donc pourquoi, comment et pour qui un titre est sorti. Je vais aller creuser les détails, interroger les éditeurs, comment ils ont rencontré. Et vous allez voir le premier, je l'ai vachement taffé, donc je vais beaucoup lire et après on verra. Et j'aimerais bien que tu taffes aussi ceux d'après. Non mais c'était une manière de dire. Là je vais beaucoup lire, n'hésitez pas à me lâcher un retour sur Twitter sur quoi améliorer bien sûr. le truc que vous souhaitez que j'aille un peu plus profond. C'est sûr que ce sera parfait. Et puis alors dans l'oreillette, notre cher producteur Face me dit de toute façon je suis là pour ça. Vous l'avez légèrement entendu, Sébastien Agoguet est avec nous, chargé de marketing aux éditions Vega Dupuis. Comment tu vas? Bah ça va. On peut dire que t'es un habitué de la maison maintenant. Un petit peu, c'est la 3e fois je crois que je viens. C'est la 3e fois que tu viens. Ouais. Yes. J'aime bien en même temps ici. Ah bah tant mieux. Bah c'est le nouveau studio. Tu l'avais pas vu celui-là? Non, celui-là je l'avais pas vu. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. C'est pour ça qu'il est venu. Il voulait tester le studio de la Japan, l'ancien studio et le nouveau. Et celui-ci. Et ça tombe très bien que tu sois là. Bien sûr, bonjour à Face. Est-ce que Face, on peut t'entendre de dire bonjour à tout le monde ou pas? Est-ce que tu as un micro, mon cher Face? Bien sûr. Je veille sur vous avec bienveillance. Qu'est-ce que vous êtes beau la team. Ah, c'est bien gentil. Face producteur qui intervient selon ses grés dans l'émission. Et c'est Nico qui nous réalise aujourd'hui, qu'on salue. Au niveau du sommaire, on va parler d'Hollyland qui, ça tombe bien, c'est chez Vega Dupuis. C'est ouf. C'est franchement incroyable. C'est incroyable. On en parlera avec toi. On parlera aussi des métiers du manga. Et puis en deuxième partie d'émission, Bunaimi nous rejoindra et avec lui on reviendra sur la saison 2 de Vinland Saga, entre autres. Si tout le monde est prêt, et Yatta, c'est parti. Yatta. Tu l'as dit super doucement. T'as vu ça avec le flow de Barry White. Avec le flow de Barry White, exactement. Alors, comme toute bonne émission, on commence avec le hype ou pas hype. Je vous ai sélectionné 3 news qui sont tombées dans la semaine et on va voir si ça nous hype ou pas. Alors, Yugo Kobayashi, qui est l'auteur de Aohashi, j'ai du mal à le dire, a annoncé un spin-off
sur le personnage de Taira Nakamura. Justement, est-ce que ça vous hype ou pas? Alors rapidement, Aohashi, ça raconte l'histoire d'un jeune footballeur turbulent, donc Ashito Ao, qui est très doué en football, mais qui est totalement intenable, qui s'énerve très très vite. On peut faire un lien rapidement avec certains basketteurs. On parlait de Luka Doncic tout à l'heure avec Diff. On peut faire ce lien-là. Et puis il rencontre un entraîneur qui est Fukada, qui va le prendre sous son aile, et ça va autant faire du bien à Ao que à l'équipe de Tsukada. Et puis lisez le manga pour voir si ça se passe aussi bien que ça par la suite. Il y a quoi, 2-3 saisons? 2 saisons? Ouh, j'ai pas vu l'animé, moi j'ai lu que le manga. Il y en a qu'une seule. Il y a qu'une saison même. Moi j'ai lu que le c'est manga. trop récent. J'aurais dit une aussi. Ouais, c'est une. Bon, peut-être qu'il y en a qu'une. Du coup, c'est sur le personnage de. Il y en a qu'une, me confie en fait. C'est sur le personnage de Taira. Ce sera avant. Je suis désolé de vous le dire, mais ça spoil un petit peu avant la retraite du joueur. Valentin, je vais plus te lancer là-dessus parce que tu es tout nouveau dans l'émission. Yes. Est-ce que ça te hype ce spin-off éventuel? Alors moi, c'est pas éventuel, ça a été annoncé. Moi, ça me hype beaucoup parce que, déjà, ça montre que l'auteur, il a vachement réfléchi à tous ces personnages. Là, on est sur un personnage qui est à la limite du personnage secondaire parce qu'il est important. Il est secondaire. Alors, il joue un rôle clé dans l'évolution du protagoniste, de notre héros, parce que c'est par sa fin de carrière que le héros va prendre conscience qu'il était un peu trop égoïste et acquérir la notion de le football, c'est un sport d'équipe. Et donc, c'est super intéressant de se dire, j'ai sacrifié ce personnage en tant qu'auteur, parce qu'il a créé ce personnage pour, je ne vais pas dire le flinguer, mais pour lui donner une fin triste, et donc de revenir avant sur comment il est arrivé à ce statut. Parce que c'était un personnage très important dans l'équipe avant l'arrivée des nouveaux. Donc c'est un ancien, il a 1 an de plus que les autres. Il va avoir un rôle un peu de mentor envers Ao. Et donc on est là, on se dit, on voulait en savoir un peu plus, et que l'auteur ait la possibilité de faire un spin-off, donc qui va se passer avant, sur comment lui aussi a été repéré, comment il est rentré dans le club, comment il est tombé amoureux du football. On peut se poser plein de questions. Est-ce qu'il a fait d'autres sports avant d'essayer le football? Comment lui-même a pris conscience de tous les défauts qui la personne. Tu vois, c'est toi qui me hype en fait sur le. Franchement, mais c'est ça moi aussi. Donc moi je trouve ça Donc pour moi, je suis super intéressé, et j'espère que le titre arrivera chez nous aussi, quoi. Sébastien, qu'est-ce qui t'a hypé, l'annonce ou ce qu'a dit Valentin? Vraiment, alors voilà, moi l'annonce m'a pas spécialement hypé, mais juste parce qu'en fait j'ai lu que les tomes 1 et 2 de Aohashi, donc je suis pas à fond sur les persos secondaires, donc je suis content pour les fans de la série qui a un spin-off, mais moi du coup en tant que fan ça ne m'émeut pas plus que ça. Mais par contre, la façon dont Valentin en a parlé, je suis en mode en vrai j'ai envie de le lire. Tu vas faire les pitchs de tous les spin-offs. Bien, Ok, on tentera. Soso. Eh bien, vous savez mon amour pour les mangas de sport. Évidemment, c'est tes mangas préférés. C'est négatif. J'avoue, j'avais pas trop tenté Aohashi à l'époque. Mais je me dis, comme dit Valentin, le fait qu'il ait mis un spin-off, à mon avis, ça veut dire que le personnage était tellement important. Lui avoir fait une fin comme ça, s'il y a du coup une fin un peu tragique en mode ciao ciao, je pense que c'est pour satisfaire les fans en mode, bon, il y a un petit retour avec lui. Après, est-ce que ça va me donner envie de lire ? Je ne sais pas, j'ai plein d'autres choses à lire, mais ouais, c'est cool. Alors après, ça donne un gage de qualité quand même, je trouve, parce que souvent, manga de sport, j'ai l'impression, enfin, c'est qu'une impression, je sais qu'il y a Slam Dunk qui est tout en haut, c'est ça? qui quand même fait des personnages travaillés, et qui a même ceux qui ont juste vu le film, vous l'avez vu, mais voilà, moi des fois je passe un peu à côté, mais là c'est un petit gage de qualité quand même. Ok, Diff. Moi, j'ai vu que quelques épisodes de l'animé de Aohashi. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus réaliste. Enfin, depuis Captain Tsubasa, c'est vraiment le manga foot qui est le plus réaliste de la réalité. Ouais, exactement. Blue Lock, c'est très particulier. Mais c'est pas sur un terrain, ils sont enfermés, c'est encore différent. C'est particulier. Et là, en fait, s'il y a un spin-off sur un personnage important, je pense que ça vaut le coup que je prolonge les épisodes que j'ai mis en suspens. Eh bah très bien. Donc je suis hypé. Eh bah très bien. La date n'est pas encore annoncée, donc évidemment on en parlera. Une chose où la date a été annoncée, la Jump Fiesta, les dates. Fiesta. Fiesta. La Fiesta. C'est comme la Ford Fiesta. Je dois signer d'autres marques de voitures. Peugeot, Renault. La Jump Fuego du coup, comme t'aimes bien. Exactement, j'adore les vannes. Fuego Leon. Tu mets le feu. Oh là là, ça suffit. Alors on a perdu tous ceux qui n'ont pas regardé
qui n'ont pas regardé, j'ai perdu le manga. Fuego Leon qui est dans Black Clover. Yeah, Merci baby. beaucoup. Donc l'event aura lieu les 16 et 17 décembre 2023. Alors rapidement, donc c'est un Shiba au Japon. Il y aura 3 énormes scènes où le public japonais pourra suivre les dernières news de leur manga préféré. Il y a apparemment 37 titres qui sont annoncés et l'événement pourra être suivi évidemment en ligne. Mais la question que je vous pose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que c'est encore important? Est-ce qu'on apprend encore des choses lors d'événements comme ça? Soso. Mais moi j'y vais, donc... Merci. Est-ce que tu pourras faire un live report? Oui, complètement. Je vais faire un tonne de contenu là. Moi, je vais devenir fan parce que c'est la première fois que j'y vais. Ouais. Et je vais atterrir juste un jour avant pour être sûr d'y être, parce que là-bas j'y vais pour le Nouvel An et Noël. Donc vraiment, j'ai très très hâte d'y aller. Je sais que c'est une énorme convention et pour moi c'est important. En fait, on le voit, ne serait-ce que Japan Expo. On n'est pas japonais, on est en France. On reçoit ce qu'on veut bien nous donner. Déjà, on est en mode on va voir un épisode en avant-première. On va nous dire un truc ou on va voir des trucs en exclu. On est déjà hyper content. Alors imagine au Japon avec c'est comme pour les jeux vidéo, c'est pareil. Quand tu vas à l'E3 et qu'on t'annonce Ça n'existe plus. Ouais, mais genre Parce que là, Quand tu vas au TGS. c'est pas parce que tu sais, vu que les éditeurs, si on fait la comparative jeux vidéo, les éditeurs annoncent leur propre jeux vidéo dans leur coin. Donc c'est pour ça. Est-ce que ouais, cette mais l'époque de conférence a encore du l'E3, je sens? me rappelle même tout ce qui est Nintendo et tout, genre Oui. tu vois, on est là en train de regarder en streaming à 2h du matin Ouais. ce qui va être annoncé. Donc je pense que les gens aiment l'exclusivité, puis il y a cette ferveur aussi de ce genre d'événement où du coup je crois qu'il y a du cosplay aussi à Jump Festa, il y a un tas de choses Il y a plein de trucs. Hein. il y a plein de trucs et c'est un énorme truc, donc je pense que oui, ça attirera Bon, en plus, toujours tu du vas, monde. donc heureusement que tu dis oui. Oui. Donc très hâte. Sébastien, est-ce que c'est l'occasion pour Vega Dupuis de chercher des nouveaux mangas édités en France? Bah non, parce que pour le coup, le Jump Festa, c'est du coup un événement qui est centré autour des licences du Jump de chez Shueisha. Et pour le coup, nous, on travaille pas avec Shueisha. Donc voilà. Voilà. Mais de toute façon, c'est un événement qui est vraiment contrairement. Enfin, c'est un événement qui est tourné pour les fans. Donc, est-ce que ça a un sens d'y aller, de vouloir suivre les annonces ou quoi que ce soit? Bah, à partir du moment où t'es fan, tu vois, il va y avoir forcément des annonces autour de Dragon Ball Super. Va forcément y avoir des trucs autour de Yu-Gi-Oh! Des trucs, j'en sais rien, autour de My Hero. Il y aura des petites activités dessus, des goodies exclusives. Donc, si t'es fan d'une des licences du Jump, forcément, c'est un très bon moment pour y aller. Il y aura effectivement des cosplayers qui seront là, qu'on ne prend en photo que dans la zone cosplay, du coup. Enfin, dans la Oui, et zone d'en photo. bas des fois. Non, pardon, Voilà. excusez-moi. Et effectivement, Et en faisant la queue. Et en faisant Bah, bien la queue. évidemment. Mais oui, c'est vraiment c'est une grande fête en fait. Tu disais, enfin tu vois, ta langue à fourcher tout à l'heure. tu Moi, disais j'ai dit fiesta, oui. Mais en vrai, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment c'est la fête. C'est un événement d'ailleurs. Si ça a pas changé, a priori, c'est un événement gratuit pour les fans. Genre, Ouais. tu réserves ton billet, tu y vas. Par contre, dessus, tu casques parce que il y a la boutique avec les goodies exclusives et que évidemment. C'est le jeu. Bah oui. Donc non, Il y c'est a trop cool. aussi plein de goodies gratuits, donc C'est vrai qu'il y en a quand aussi. tu C'est vas vrai. sur place, il y a un vrai challenge à aller récupérer plein de goodies de tes séries que tu pourras Faire la queue. jamais retrouver, faire la queue ça. Alors du coup, Soso, Oui, si je c'est suis- ta première, prépare-toi parce que tu vas sacrifier la moitié de ce que tu veux faire, en fait, tu ne pourras pas le faire. Ouais. T'inquiète pas, je suis Donc prête. ça, c'est le premier truc. Et ensuite, je veux juste rebondir sur Vas-y, Dragon Ball Super. j'allais- Parce qu'en fait, Dragon j'ai Ball pas trop Super, envie, mais quand il y a- même. il y a eu il y a eu une création d'une nouvelle société pour externaliser une partie de la gestion des droits. Donc moi j'attends de savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a eu scission ou pas? Est-ce que ça a été bien vécu ou pas? Et moi ce que j'aime bien à la Est-ce qu'il Jump, s'arrête ou pas? Ce serait bien. ouais, il y a des trucs que j'aime bien. Donc ce que j'aime bien à la Jump Festa, c'est que ça donne sa chance à tous les titres. Comme Ouais. tu l'as dit tout à l'heure, enfin tous, mais il y a 37 titres qui vont être C'est mis en avant. énorme. On prend pas ce qu'on entend souvent aujourd'hui, le Big Three, blablabla. Oh là là Au là bout là. d'un moment, justement, laisser un peu d'espace aux autres. Et là, il y a 37 titres. Je veux dire, le dernier qui sera à la Jump Festa, c'est un truc sur une battery, donc un duo de baseball, le lanceur et le receveur. Moi, je suis Ok. hypé de ouf. Hein. Évidemment. On sait pas, t'aimes pas du tout le forcément. baseball. On rappelle que le baseball, c'est le sport numéro 1 au Japon. C'est le sport numéro 1 ouais. au Japon et ça reste même officiellement le sport national. Mais Ok. ouais, parce que le sumo, c'est un peu dur de dire à tout le monde de devenir sumo-tari. C'est vrai. Mais voilà, de se dire qu'on finit par les dernières annonces d'un dessin animé de baseball, moi je trouve ça génial parce que on va pas se mentir, c'est pas non plus le truc qui vend le plus si on compare à une vente de One Piece. Donc, donc ouais, je suis plutôt hype. Ok. Diff. Pas vraiment Pas hypé, full up, tu vois, ouais. non, tu vois. Tu te rappelles de l'époque où quand
un disque sortait aux États-Unis, il sortait un an après. En Ouais, France, ouais, bien tu vois. sûr. Mais ça, c'était jadis. Aujourd'hui, même s'il y a des exclus à la Jump Fiesta, là, une heure après, on les aura sur Twitter. Alors, juste parce que les auditeurs vont penser que c'est Festa. Ouais, ok. Jump Festa, une heure après, on les aura sur Twitter, ça va C'est vite. vrai. Surtout, ça a moins de il y a saveur, quand il y a un live, il y a un live en même temps. Il y a un live. Et il y a un live qui, depuis le Covid, une partie est traduite en anglais. Ouais, Ah, ça c'est cool. Ce qui le rend vachement plus accessible parce que c'est bien galère sinon. Et dernière news, puisqu'on est un petit peu dans les live action en ce moment. Les mystérieuses Cités d'Or vont avoir le droit à une live action. Alors rapidement pour ceux qui ont moins de 20 ans et qui n'ont pas vu les mystérieuses Cités d'Or, donc ça se passe en 1532 en Espagne. On suit un petit garçon Esteban qui un jour sort de sa cathédrale pour aller écouter des récits que font les marins, et c'est là qu'il rencontre le navigateur Mendoza, et ce Mendoza prétend avoir sauvé Esteban lorsqu'il était petit, et il lui montre pour preuve un mystérieux pendentif que Esteban porte à son cou. Et à la mort de son tuteur, Esteban décide de suivre Mendoza à la recherche de ces cités d'or. Il s'embarque alors dans le nouveau monde et à la recherche de ses origines et à la recherche de grands trésors. Et puis évidemment, il va se faire des copains, il va y avoir plein de choses. Ça se passe dans différents pays. Est-ce que ce live action peut être bien, Diff? Ça peut être chic, hein. Bah oui. L'oiseau Condor. Le Condor. Ouais. Le bateau. Esteban, tout ça. Ouais, ça peut être cool parce que. En vrai, j'ai jamais vu la fin du truc, en fait. Je sais même pas si. Alors en fait, il était prévu que ça se dure plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a eu un reboot pour faire la suite. Sauf que le reboot a été catastrophique. Là, Oui, on peut dire, désolé, j'aime pas dire des trucs méchants comme ça, mais le reboot Mais était. c'est ça, Yata. On peut être méchant et gentil. Bon, donc le C'est-à-dire reboot que était catastrophique, mais ils avaient prévu un scénario qui dure plus longtemps. Donc ce qu'on a vu quand on était enfant, c'était juste la première saison qui était le début. Et en fait, des cités d'or devait y en avoir partout dans le On a monde. 7, je crois. Il y a Ah, donc il y a 7. Ah, ils ont Ouais, mis c'est vraiment- merveilleux. 7, pardon, une dans chaque Ouais. continent. Ouais, c'est ça. Et donc il devait faire le tour du monde pour après comprendre d'où venait le tour pas du que les- monde en oiseau Condor. en oiseau condor. C'est pour ça que la deuxième saison se passe en Chine. Et voilà, et qu'on espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais le live action te happe du coup? Alors, Pareil le live action, pour l'instant, on en sait trop peu pour savoir. Donc, moi, j'ai été regarder qui était le studio de prod. Ah, Donc, bah voilà. c'est C4 C'est Prod 4 prod. qui le fait. Donc, il y a un film qu'ils ont fait sur Netflix en ce moment, Girl with Ball. Alors, Ok. je me permets de te couper. Parce que je viens d'apprendre dans l'oreillette, Ouais. c'est dans le casque, que notre producteur Face connaît le producteur qui va s'occuper de ce live action, et il viendra évidemment dans Yata. Ok, Mais vas-y, je t'en bah, du coup je peux spoiler. Un autre truc qu'ils ont fait, Vas-y. c'est qu'avant de se lancer dans les films et les séries télé, pour l'instant ils ont fini aucune série. Ils en ont en production, mais ça Ouais. prend du temps. Donc on peut pas juger leur série, mais du coup ils ont fait énormément de captations de concerts. Et ça me laisse espérer une version peut-être un peu ambiancée comédie musicale. Et là je kifferais. Ah bah là, tu vois moins hypé. What Voilà, moi je suis comme ça. What Ouais, Mais je veux. va voir la comédie musicale, elle Avec existe le déjà. bon Bah, j'ai été la voir et j'ai bien aimé la comédie voilà. musicale. Bah Sébastien. Et bah je sais pas parce qu'en fait ça dépend du budget qui est alloué en fait. Parce que Bah, en fait, pour c'est le un coup- grand Indiana Jones, mais on va dire mélangé avec un truc de jeune, on va dire avec les Goonies. tu Non vois, mais donc je ça vois peut être très cool. très bien les cités d'or, tu vois. Du coup la question c'est est-ce que c'est fait avec un budget qui permet d'avoir un rendu vraiment cool ou est-ce que c'est fait avec un budget En qui fait, fait tu que veux ça savoir- ressemble à un épisode de Plus belle la vie? Est-ce que c'est 18 millions par épisode? C'est ça que tu veux savoir? Bah, c'est un peu ça, quoi, grosso modo. Non, mais parce que C'est tu vois, pas il faut encore. des beaux décors, il faut une belle C'est vrai. photographie, C'est vrai. il faut des acteurs qui tiennent la route. Et à ce moment-là, il y a moyen de faire un truc cool parce qu'il n'y a pas des masses d'effets spéciaux. C'est vrai. Donc ça repose beaucoup sur du décor Sur et de de l'acting. l'aventure, ouais. Donc ça, c'est cool. Bah, déjà, il faut savoir filmer l'aventure correctement. Et en France, on laisse pas tant de. Je rappelle, c'est une série, hein, c'est pas Ouais. en film. hein, ouais. Mais on laisse pas tant de, tu vois, on laisse pas tant de place aux gens pour faire du genre, C'est tu vrai. vois, en France. Mais C'est vrai. une Donc, question, est-ce que vous avez été vraiment hypé par l'animé des Cités d'Or Ah, ou mais bien moi, c'est le j'adorais. générique ou bien c'est le Ah, non, générique mais que j'ai vous avez maté. en Moi, tête je- par nostalgie? Moi, je trouve que l'aventure était haletante. Mais grave. Et même à la fin, les petits bonus historiques à la C'était fin. trop bien. Ouais, c'était bien, ça, je les chic. Je les mangeais comme Effectivement. des biscuits, comme des Maltesers. Ah, il faut que tu cites deux autres Oh, petits le bonbons. pardon. il fait genre. Comme les trucs à chat que t'aimes pas. Ah, Et, Kit Kat Ball. les Kit Kat Comme Ball les BN, et les les princes. Tic Tac. Voilà. Soso. Mi-figue, mi-raisin. Pareil, il m'en faut un peu plus Ah oui. d'infos pour savoir si ça va être bien. Après, je me dis, dans mon esprit un peu, j'essaye de me projeter, ça peut être hyper épique.
Ça peut être ça ultra bien. Si on met le budget, si on met une bonne DA, si on met un truc pas en mode reportage de Arte, parce qu'on peut vite partir là-dessus. Je sais pas ce que t'as contre Arte. Ils mettent du budget, ils sont bien leur reportage. Non, moi quand je regardais Arte en 2001, entre midi et 2 en mode reportage animalier, tu vois. Je veux pas juste des plans comme ça en mode c'est beau. C'est parce que tu les regardais en allemand aussi. Tout de suite, ça met une autre ambiance. Sous-titré en jaune là. J'ai regardé. Non, c'est genre arrête, vraiment. C'est chaud. C'est chaud. Arrête. Horrible. Ouais. Non, mais je me dis, s'il y a une bonne DA, ça peut être hyper cool parce qu'il peut y avoir un côté très nostalgique et ça peut recapter un public des années 80-90 qui peut vraiment être très content de voir ça. Et ça va capter un public qui a boudé aussi les animés, qui peut s'en foutre de One Piece, mais qui était en mode mais oui, ça je regardais avant, tiens, je vais aller voir. Voilà. Après, c'est les Cités d'Or, mais pas mal le lien avec franchement le name drop de ouf. Ça marche. Et c'était tout pour cette semaine. On fera d'autres news, j'allais dire un peu plus tard, mais non, on fera d'autres news la semaine prochaine. Mon cher Sébastien, comment tu vas? Écoute, ça va pas mal. Alors, on va parler avec toi de l'une de vos dernières acquisitions de chez Vega Dupuis, donc Holy Land de Koji Mori, donc c'est en 18 tomes. Rapidement, Holy Land, on suit Yu, qui est un lycéen timide, sans amis, sans but, en fait. Qui se faisait bolosser à l'école. Clairement, et puis le soir, il erre dans les rues malfamées, et puis il se retrouve malgré lui au milieu de bagarres. Et après avoir tabassé plusieurs membres de gang, il hérite du surnom de chasseur de Yankees. Alors les Yankees, ce sont tous ces gangs qui s'habillent de façon américaine. Et exactement. Et puis en fait, ce cher Yu va commencer à trouver sa place dans ce monde de bagarre. Et puis la suite, on va en parler ensemble. Avant qu'on rentre complètement dans le manga, c'est quand même un manga qui s'est terminé en 2007. Donc comment est-ce que c'est remonté dans les radars de Vega Dupuis? Mais nous, Holy Land, c'est un manga de Koji Mori, et qui est également l'éditeur de Genesis chez nous. Donc qui est l'histoire. Pas le groupe de musique. Pas du tout. Il y a un petit côté préhistorique, effectivement. Tu vois que t'as dire qui dansait. Ouais, non, je préfère ma blague. Il y a beaucoup de références. Non, donc voilà, nous on éditait déjà Genesis, donc du même auteur. En France, il a aussi édité, il a déjà été édité aussi Suicide Island. Donc c'est en fait, même si tous les fans de manga ne connaissent pas Koji Mori, en fait c'est pas un inconnu. Et Stéphane, notre éditeur, avait déjà suivi Holy Land et avait préféré d'abord éditer une série plus récente pour tester. Mais c'était de toute façon plus ou moins dans les tuyaux de se dire derrière on va éditer Holy Land parce que c'est vous y pensez? Alors du coup la maison étant assez jeune, tu vois, ça fait pas hyper longtemps parce que la boîte a pas 10 ans. Mais pas dès le début, mais très rapidement, c'était déjà. Quand moi je suis arrivé, j'ai commencé à bosser sur Genesis et déjà Stéphane me disait oui, a priori ça va se faire, on va faire Holy Land dans la foulée parce que c'est un des monuments du manga Furio en fait. Et en même temps c'est un Furio différent et c'est ça qui intéressait Stéphane, c'était de pas faire un manga comme il y en a déjà trop entre guillemets. Il aime bien à chaque fois avoir quelque chose qui amène quelque chose de différent et ça c'est un manga un peu plus dans le réel, justement. Alors, tu as parlé de Furio, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que ce genre Furio. Valentin, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un Furio? Ouais, alors en très très court, c'est les mangas de voyous. C'est la bagarre. Donc les mangas, donc tu disais justement qu'il était oisif, qu'il savait pas quoi faire. Donc il y a eu un essor d'une génération de jeunes, et c'est vraiment pas que des pauvres. Hein. Faut arrêter avec cette image, mais vraiment de jeunes qui retrouvaient pas leur place dans une société hyper hiérarchisée, hyper normée, qu'est la société japonaise, et qui était là, qui nous disait quoi faire. Si je suis pas excellent à l'école, si je suis pas excellent au sport, j'ai ma place nulle part en fait dans cette société. Et donc ils cherchaient un échappatoire et qui se sont retrouvés ensemble, qui recréent leur propre univers. Et d'ailleurs on en parle très très vite, et c'est pas un spoil, mais dans Holy Land il y a des valeurs, et à un moment il y a certains des voyous qui sortent de ces valeurs, qui se font recadrer par un autre. Donc c'est pas seulement parce que c'est des voyous qu'il faut garder l'image. J'ai une petite question, est-ce que ça c'est un fantasme de la société japonaise, ou ça existe vraiment, ce genre de personnes? Il y a plein de documents qui montrent que ça existe. Hein. Par exemple, si on prend le pendant féminin, donc les sukeban ou les sosoban,
sosoban, comme on traduirait en français. Exactement. Franchement, Valentin, j'ai envie de te sosoban. Il y a des photos magnifiques. Donc, c'est les gangs de bikers, excusez-moi, qui parcouraient le Japon avec des motos qui avaient probablement pas le droit de rouler, avec des pots trafiqués, des décorations mises, des grands drapeaux, des uniformes qui valaient très très cher, dans lesquels ils investissaient, puis qui se passaient de génération en génération, parce que chaque chef récupérait celui de la génération d'avant et ajoutait une glyphe dessus. Donc ça, oui, ça a vraiment existé. Et ça existe probablement toujours. Après, oui, donc on exagère un peu dans les mangas, c'est normal. Seb. Mais en l'occurrence, Kojimori, dans Holy Land, il parle de sa jeunesse. Alors, il s'inspire de sa jeunesse. C'est pas une autobiographie, mais en l'occurrence, alors il était ami avec Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, et avant Holy Land, qui est son premier manga qui cartonne, il a fait 2-3 essais qui marchent pas. Enfin, il essaye des mangas qui sont pas publiés, et c'est Miura qui lui dit, mais en fait, pourquoi tu parles pas de ta jeunesse ? Pourquoi tu parles pas de ce que tu connais, de ton passé de voyou, voilà, justement. Et c'est là qu'il crée Holy Land. Donc oui, ça a vraiment existé. T'as mis le doigt sur quelque chose, c'est lui qui va prendre la suite de Berserk, mais ce sera, on en parlera un petit peu plus tard. Ma chère Soso, oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans Holy Land ? Alors, faut savoir que Holy Land, j'ai commencé, j'étais en mode... J'aime quand tu prends cette voix en jouet pour parler d'un manga. En fait, j'avais envie de me lever et de... Faut savoir que dans le manga, en fait, ouais. Donc les enfants qui nous écoutaient, ne faites pas ça. Ouais, voilà, c'est ça. RDV Gare du Nord à 23h, pardon. Non, en gros, ce qui est important de savoir, c'est que dans Holy Land, il y a beaucoup d'annotations de l'auteur où il explique vraiment toutes les techniques en fait que a Yu. Il explique des techniques genre au niveau de la boxe, pourquoi il a fait ça, nanana, et je trouve ça ultra détaillé, et en fait je lis ça et c'est pas que pour la boxe, c'est-à-dire qu'il va expliquer quand il va se retrouver face à un karatéka, face à un judoka, et en fait on sent toute la passion, et en même temps c'est touchant parce que notre personnage principal, on sent vraiment tout l'impact du harcèlement scolaire. Alors, c'est quand même un sujet qui est vraiment prépondérant dans beaucoup de mangas au Japon, on en a beaucoup dans des shoujo mais aussi dans des shonen, et là vraiment il est mis en avant parce que c'est un personnage, comme je disais tout à l'heure avec toi, je lui avais dit, je me disais, s'il y avait un animé Holy Land, la voix du personnage principal, ce serait la même que Yuta dans Jujutsu Kaisen. Tu sais, cette voix un peu, on dirait, il est fragile comme ça. Oui, toujours il s'excuse. Mais c'est exactement ce truc-là, tu vois. Et vu que je me suis rematé Jujutsu Kaisen 0 hier soir, j'étais là en mode... Ce serait vraiment parfait pour lui parce que il y a des moments où ce personnage-là, tu le vois, on sent qu'il est profondément détruit par son harcèlement scolaire et qu'il veut plus. Il y a un moment où... On rappelle qu'il a arrêté l'école pendant 1 ou 2 ans. Ouais, un an, il a arrêté et puis après il arrive au lycée. Mais en fait, il y a tout ce passage-là où on montre que ses parents, ils ont pitié de lui. Ils le regardent en mode « Ça va ? Tu veux quelque chose ? Tu manges bien ?» Et en fait, on s'inquiète de lui, en même temps on fait rien. C'est-à-dire que ni l'école fait quoi que ce soit. On entend des petites phases de disputes avec ses parents. T'as le daron qui est là en mode non, mais aussi c'est de son âge. Et t'as sa mère qui fait de toute façon tu t'investis dans rien dans cette maison. Donc ça parle de problèmes sociaux, des problèmes à la maison, de problèmes à l'école. Et il y a ce choix qu'il fait entre devenir une loque humaine et finir par se suicider et avancer. Et en fait c'est un espèce de lien, il y a un parallèle avec le fait d'avancer aussi pour mettre un coup de poing face à ses adversaires. Parce que ça, c'est très bien décrit. Mais vas-y, finis, je t'en prie. Parce que dedans, c'est décrit comme ça. À un moment donné, il est toujours en train de rester sur sa garde. Et à un moment donné, il se dit, faut que j'y aille. Parce que sinon, s'il y va, je vais me faire détruire. Il passe face à un judoka, d'ailleurs, qui est énorme. Et il se dit, là, faut que j'y aille. Il a une ouverture, vas-y. Et en fait, ça lui apprend la vie et trouver sa place. Parce qu'il y a même des questions existentielles où il va se demander, pour avoir ma place dans ce milieu, est-ce que je suis obligé d'user la violence ? Qu'est-ce que je peux faire pour faire autre chose ? Mais finalement, il prend goût à ça. Et c'est ultra complexe en fait. Alors avant qu'on revienne sur d'autres personnages, on a quelqu'un qui est fort en boxe autour de la table qui nous tabassera tous, c'est Diff. Non, pas moi. On m'appelle Soso Torito. Je te déconseille. Tu te rappelles que je t'ai coaché pour le... Diff, toi tu connais bien les mouvements de boxe, Soso l'a très bien décrit, à un moment donné Yu il veut faire un jab mais on le voit reculer au lieu de mettre le pied en avant. Qu'est-ce que ça apporte en fait le changement entre pied en avant ou pied en arrière quand on veut mettre un jab? Qu'est-ce que ça change dans la force? Le jab déjà c'est le bras avant, ça veut dire que c'est si t'es droitier, ça va être ton bras gauche, tu vois. Et donc en fait ta position même au niveau des hanches, au détail près, hein, au centimètre près, la manière dont tu bouges ton bassin et tu tends ton bras,
ça accentue la puissance comme jamais. Parce que tu vois, le moment avec le judoka, t'as le judoka qui lui bloque les épaules. Tu vois, et on sent que Yu, il peut pas démarrer son coup de poing. Parce que si tes épaules sont bloquées, tu peux pas déclencher tes hanches. Ouais. Et donc en fait, ton mouvement n'est pas terminé. C'est comme si tu donnes un coup alors que ton bras n'est pas tendu et qu'il est qu'à moitié. Donc en fait, il n'y a pas d'impact réel. Ça diminue la puissance. Exactement. À un moment, il parle d'un cross. C'est un cross switch même qui fait. Qu'est-ce que c'est un cross switch dans la boxe ? C'est un peu entre un direct et un crochet, tu vois. C'est pas forcément un direct, c'est pas forcément un crochet, c'est entre les deux en fait. Ouais. Exactement. C'est souvent ce qu'on utilise pour les contres. D'accord. Voilà. Tu bloques, cross. Quand il en parle, j'ai fou. Il faut voir la vidéo. Moi, avant de revenir sur les autres protagonistes, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté très Peter Parker en lui. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ouais, c'est un peu ça. Celui du premier. Hein. Non, mais c'est-à-dire que personne ne calcule. Alors, je veux pas dire ce mot-là, mais MERDE, c'est exactement ça. Et puis, il a au final alors entre guillemets un pouvoir en lui, c'est qu'il sait très bien se battre malgré le fait qu'il n'est pas dans un club de boxe, et cette force il l'utilise qu'en dernier recours, parce que c'est jamais lui qui provoque les bagarres, même s'il traîne dans les mauvais quartiers. Est-ce que vous avez pas l'impression que l'auteur s'est inspiré de ça ? Mais ça c'est même l'idéologie de la boxe. Tu vois, quand tu vas dans une salle de boxe, tu vois tout type de personnes, et quand le sparring commence et qu'on va sur le ring, il y a des gens qui payent pas de mine, qui sont là, et en vrai ils te chicotent en 2 secondes. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, le ring, c'est pas la rue, en fait. Il y a plein de gars du quartier qui sont venus à la salle en se disant, je tabasse les gens dans la rue, je vais arriver sur le ring, Non, en fait, il y a une technique, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des jutsu, il y a des combinaisons. C'est des techniques, il y a pour des ceux techniques, qui ont pas regardé Naruto. Voilà, il y a des combinaisons, en fait, c'est ça qui fait que tu peux avoir un avantage, en fait. C'est ce que je voulais dire. Valentin. Enfant, l'auteur, il a clairement revendiqué d'avoir été influencé par Gambari Genki. Donc Genki, le petit boxeur, on a eu le dessin animé quand on était très très jeune, qui n'est pas resté longtemps en France, où c'est quand même un boxeur qui commence à l'âge de 5 ans. Qui a un tout petit gabarit, qui est chétif au début, puis Attends, à 5 ans, on peut s'inscrire à la boxe ? Ouais, enfin quand on imite du shadowboxing en imitant les adultes à côté, et on part. Mais à cette époque, il y avait aussi beaucoup de trucs qui ciblaient les très très jeunes, Sport Billy et tout ce qu'elle avait. Enfin, il y avait vraiment cette volonté. Ensuite, c'est un manga qui s'adresse à un jeune lectorat japonais. Le jeune lecteur japonais, il fait pas 1m95, même si l'auteur lui fait 1m86 ou 87. Ce qui est très grand. Il est bien costaud et 95 kilos. Enfin, donc, c'était un voyou, donc il a dû. Il devait pas faire rire. C'était un sportif qui n'aimait pas le sport plus que ça à la base. Il a fait partie de l'équipe il était dans le club de baseball au collège. Ouais, je ramène tout au baseball. Qui l'année où il était dedans a gagné le Koshien. Donc tu vois, il était remplaçant parce qu'il s'investissait pas plus que ça, mais ça montrait que comme il avait un bon physique, on l'avait mis dans le club des meilleurs trucs. Et après, quand il était à l'université avec Miura, il était dans le club de Kung Fu. Je l'ai plus en tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, de toute façon, ses parents voulaient qu'il fasse du sport. Voilà. En fait, pour eux, forcément, avec son physique, il allait avoir un métier physique quand il n'y avait pas moyen qu'il veuille faire des études. Ses parents étaient en mode, pourquoi tu veux faire du dessin? Sa femme qui est mangaka est aussi passé plus de 10 ans dans un club de sport de combat. Donc, ils sont bien trouvés. Cette partie-là, il maîtrise. Et moi, du coup, je vois plus un personnage comme Noritaka qu'un Peter Parker, parce que il n'y a pas le côté super pouvoir qu'on peut trouver par contre il n'y a rien qui pendouille quand il se bat. Je vais lire le manga. Pour l'instant, mais il y a ce côté quand même, tu sais, dans Noritaka où on va avoir des combats avec la boxe va être mise à face à face avec plein d'autres sports. Et là, dès le début, dès le premier tome, on a le voyou qui n'a pas de sport autre que juste se taper sans technique. On a un boxeur en arrière-plan, on a un judoka. On nous apprend très vite qu'il va y avoir un mec de karatéka qui va arriver. Donc moi, je retrouve ce petit
cette petite tendance à vouloir dire ouais, la boxe est meilleure que tous les sports, il y a toujours un sport qui est meilleur, et à parler, à raconter la différence d'un sport pratiqué, comme le disait Diff, sur un ring ou dans la rue, avec des règles ou sans les respecter, et ce petit bonhomme malingre qui va progresser et qui va réussir à battre son plus grand ennemi, c'est lui-même en fait, c'est sa peur, et c'est ça le message de Holy Land qui est sympa, qui est porteur. C'est sa peur, puis après ça va être sa part d'ombre, justement, t'en parlais un petit peu, Soso, et c'est ça qui est intéressant. Et après l'artifice de le faire affronter d'autres pratiquants d'arts martiaux ou de sports de combat, c'est un truc qu'on retrouve assez facilement, parce que tout simplement ça permet de varier les histoires. Si on fait se taper que contre des voyous qui n'ont pas de technique, ou contre surtout qu'il est tabasse au début, donc voilà, c'est un peu comment on va un peu commencer à s'ennuyer, et c'est un truc qu'on retrouve par exemple dans Free Fight et Tough de Tetsuya Saluwatari, qui est aussi un gars qui adore les arts martiaux, et où effectivement le personnage principal se tape à chaque fois contre un mec qui fait du sumo parce qu'il veut apprendre les techniques de sumo, puis après il va se taper contre un type qui fait du karaté Kyokushinkai parce qu'il veut se perfectionner en percussion, etc. quoi. Est-ce qu'on peut parler aussi d'autres... Tu voulais dire un truc, Soso ? Oui, je veux juste rajouter, parce qu'on parlait de Peter Parker, tout ça. Ouais. Moi, quand j'ai lu, j'ai senti un petit potentiel à Danny the Dog dans le côté il a tu sais, un petit monstre en lui. Et en fait, au moment où il rentre dans l'arène, parce qu'il fait très chien battu, Danny the Dog, Jet Li dedans. Et en fait, lui, il fait très chien battu. Il est là au lycée, il pourrait éclater tout le monde. Finalement, il l'a appris. Et même les filles lui disent ouais, tu peux balayer à ma place. Il a ouais, ok, d'accord. Et même quand il y a ses harceleurs du collège qui viennent le voir, limite, il se fait encore un peu bolos. Et après, il est one shot en un coup, mais il veut pas y aller parce qu'il sait, je pense qu'il sent qu'il y a un monstre en lui. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, tu parles au figuré. Hein. Oui. Ouais. C'est pas, il y a pas QB. Non. Voilà. Il sent qu'il y a un monstre en lui, mais en fait, déjà, toi, en tant que lecteur, tu dis, est-ce que c'est ces harceleurs qui l'ont transformé en monstre, ou est-ce qu'il était comme ça, il avait un potentiel en lui, parce qu'il a l'air quand même très génie, parce qu'on a oublié de le dire, mais il a appris la boxe dans des livres. Oui, c'est-à-dire qu'il a jamais été dans un club. On peut dire, c'est l'année où il a pas été à l'école, il est resté dans sa chambre, il a appris la boxe. Et c'est même pire que tout, c'est qu'en fait, il est rentré dans une librairie, il a feuilleté le bouquin, il a vu un enchaînement, il s'est dit celui-là, il a l'air facile à faire, il est rentré chez lui, et tous les jours, il l'a répété genre 1000 ou 5000 fois. Comme c'était héros dans Hunter. Il a fait 5000 fois ça. C'est ça, c'est 5000 fois. Exactement. Et il a appris l'enchaînement jab direct. Non, moi, c'est ça que j'aime bien, et en fait, ça me fait doucement rire, parce que plus je lis les tomes, là, je suis au 3e, et je me dis, en fait, le gars, il est un peu maso, parce qu'en fait, il continue à traîner dans des quartiers où il y a des voyous, donc mais en fait, il le cherche un peu. Mais au final, il va pas chercher la bagarre, mais j'ai l'impression, même s'il dit qu'est-ce que je fais là, on a l'impression qu'il a besoin de se battre pour se sentir vivant. Je pense pas que ce soit qu'il ait besoin de se battre, c'est qu'il a été rejeté de tous les autres endroits. Il a déjà perdu sa place partout ailleurs. Ouais. C'est le dernier endroit, parce qu'on dit justement, c'est les bas quartiers, en fait, c'est les salles d'arcade, c'est les salles d'arcade le soir, quoi. Donc c'est pas non plus le quartier malfamé et tout ça, c'est un quartier normal, mais c'est le soir, là où vont les gens qui ne sont pas au cours du soir, qui ne sont pas au conservatoire, qui ne sont pas au machin, qui ne sont pas au bidule, et qui n'ont pas leur place dans cette société bien huilée, dans cette chorégraphie du quotidien. Et donc lui, c'est le dernier endroit qui lui reste. Donc je pense pas que ce soit pour aller chercher la bagarre, mais pour vraiment. Pour chercher sa place. Tu disais tout à l'heure, mais il le dit. Il a peur, parce qu'il dit si je perds cet endroit, je me suicide. Et il a peur vraiment au début, il a vraiment peur des bagarres ici, parce qu'il se rend pas compte qu'il gagne facilement, il a l'impression d'avoir de la chance ou que c'est le hasard ou peu importe. D'ailleurs, il est même pas conscient de sa force, encore une fois au début, et s'il reste là, c'est parce que c'est le dernier endroit où il peut être et où il a l'impression d'être. Mais surtout qu'on lui donne de l'attention. Du coup, parce qu'il le dit, en fait. Petit à petit, ça va être c'est la cerise qui arrive après. Ouais. J'ai envie qu'on parle de l'un des protagonistes qui... alors moi, j'en suis j'ai pas lu encore le 3. Masaki de Masaki, exactement. Parce qu'il y a deux trucs. Il y a Masaki, puis il y a sa sœur. Mais bon, on est Team Mai ici. Évidemment qu'on est Team Mai. Alors, on attend. Ouais, on apprend très vite que Masaki, lui, il fait partie d'un gang. Il apprend qu'il y a un chasseur de Yankees, donc il essaie de savoir qui c'est. À un moment donné, il croise Yu. En le croisant, il disait c'est pas lui, on dirait une crevette, c'est hors de question. Et d'un autre côté, quand il est au lycée, il y a la sœur qui le dragouille un petit peu. En fait, la sœur, elle sent
la même chose que chez le frère. Parce que, la même énergie. Ouais. La même énergie. Et donc, il faut qu'on précise que ce frère est champion Masaki, de boxe. ouais. Masaki, Oui. il est champion de boxe. Il a été au final intercollège ou interlycée, finale nationale de boxe. Donc, il a un très très bon niveau en boxe. Donc, on peut dire qu'il a une aura de guerrier. Oui. Et elle sent chez ce petit chétif, et c'est la seule qui le sent. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez elle. Elle le dit très vite, qu'elle a senti un truc dès le comme chez début, son frère. elle Ouais. dit il ressemble à mon frère, et ses copines se foutent de ça parce qu'elles sont toutes amoureuses de son frère. Elles disent non, c'est pas possible. Puis c'est un BG lui. Bah oui, Voilà. Bah, c'est vrai qu'il est péché. Ouais, BG, il se bat bien. Et, Ça va. et donc c'est sympa. Moi, j'aime bien la sagacité de ce personnage. Et ça j'aime bien. Il y a un petit foreshadowing, parce que quand elle Soso. dit j'ai l'impression de voir mon frère, c'est pas que le côté bagarreur. Ouais, on le voit après dans le tome 3, sans trop spoiler. On verra que c'est pas que le côté bagarre, ils ont peut-être un passé commun en fait finalement. Donc, Peut-être. peut-être. Ouh, On ne sait faut pas. que je lis. Le tome 3 est sorti il y a combien de temps J'ai là reçu hier, donc. Alors, attends, bouge pas, quel jour on est aujourd'hui? Alors on est le 6. Alors, si je dis pas de bêtises, il sort vendredi. D'accord, Ah, c'est je l'ai pour ça que reçu avant. j'ai pas pu le lire encore. C'est soit Donc, tout va vendredi bien. dernier, soit vendredi dans 2 jours. J'ai Ok. un trou de mémoire. Et donc du coup, Masaki a Masaki. un côté très sombre Mais qu'on va il y apprendre a un passé. dans le Ouais. tome 2, Il y a un dans le passé tome de 3. pourquoi il s'est Ouais. mis à faire ça aussi. Et au niveau de Mei, elle, est-ce qu'on apprend des choses un peu plus sur elle? Ah non, mais moi je vais pas spoiler l'histoire. Après, je vais me faire attraper la veste par les Twitchers, par Alors, les gens. c'est vrai, c'est vrai. Puis en plus, lisez Holyland, achetez-le. Oui, c'est vrai. Tout simplement, les 2 premiers sont dispo et le 3 sort donc vendredi. Ouais, vendredi, ouais. Sauf pour Soso qui l'a déjà lu. Les Exactement. journalistes, oui. Enfin, voilà, on en voit. Sinon, vous pouvez pas en parler avant la sortie. Enfin, Et, Et je c'est pouvais vrai. pas vous faire peut-être un on en petit parlera foreshadowing. quand on parlera des métiers du manga. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, on va en parler juste pour vous dire que à la pause musicale sur Twitch, notre cher producteur Face va vous faire gagner. Dis-moi, Face, les 2 ou les 3 tomes de. Alors, il y aura un package avec les 3 premiers Il y tomes. aura un package avec les 3 premiers tomes à gagner. Ouais. Et on va faire gagner 2 tomes 1 et puis des affiches de cinéma, des tote bags, il y a pas mal de cadeaux. Et juste pour vous dire que Bounaïmin est arrivé, il est avec moi en régie. Oh là 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 Et là on là. va rentrer à la pause musicale. Oh là Il là. est chaud bouillant. Préparez vos zygomatiques. Ah ouais. Ça marche. Du coup, mon cher Seb, comment ça se passe pour l'acquisition d'une licence? Alors, pour l'acquisition d'une licence, grosso modo, tu repères le manga qui te plaît. Quand tu es éditeur, donc ça c'est pas du tout le métier que moi je fais, donc là je parle de ce que fait mon collègue et supérieur et donc éditeur, Stéphane. Tu repères un manga qui te plaît, tu contactes l'éditeur japonais qui édite ce manga et tu fais une proposition commerciale en fait, grosso modo. Tu dis voilà, moi ce titre, je voudrais l'éditer en France, je pense en vendre telle quantité, je vais le vendre à tel prix, donc si je schématise vraiment grossièrement le truc, sur les ça fait chiffres, vous allez gagner tant d'argent et oui, voilà. Sur les chiffres, vous basez sur quoi? Sur potentiellement la communauté Furio? Ou alors est-ce que vous prenez les choses, on va dire grand public, comme un Tokyo Revengers qui est plus grand public qu'un Roko Denashi Blues par exemple? Vous ciblez entre les deux et là vous faites une proposition? En fait, oui, à chaque titre, tu t'ajustes en fonction de tout un tas de paramètres, à savoir est-ce que l'auteur est connu ou pas, est-ce que le titre est connu ou pas, est-ce que tu penses qu'il plaît bien au public français ou pas, Est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce qu'il y a une actualité, est-ce qu'il y a un animé ou pas, est-ce que le dessin Là il y a un animé plaît. mais il n'y a pas beaucoup de... Non, il y a un drama japonais et un drama Ouais. coréen, mais il n'y a pas d'animé. Voilà, donc du coup, c'est des trucs. Coréen Il y a un Ouais. drama coréen qui est sorti après. Il y a un drama pas. coréen Ce et soir, elle rentre, elle va le l'auteur. regarder. Et l'auteur était, pour le drama japonais et le drama coréen, il était allé sur les séances de tournage pour donner des conseils aux acteurs pour qu'ils fassent pour qu'ils soient plus réalistes. Et à la fin, ils ont dit waouh. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que je le regarde ou pas, parce que je vais me faire spoil et ça va me saouler. Voilà. Donc en tout cas, ils sont pas dispo. Il a pas répondu. Hein. Il a Et pas en mode, répondu. là, tu te débrouilles, en Sébastien, fait. il a dit débrouille-toi. Non, Vas-y, mais parce continue. qu'ils sont pas dispo, justement. Donc Ah, bah, forcément, ça a un impact sur la popularité du titre. Oh. Est-ce que le dessin est un dessin entre guillemets populaire en France ou pas? Par exemple, clairement, le dessin d'un Holyland, c'est pas le dessin, je sais pas, de Dragon Ball, tu vois, ou le dessin de One Punch Man. Donc ça a aussi un impact. Ensuite, il y a évidemment ta structure. Surtout c'est les années 2000. Hein. Ouais, Début ouais. 2000, ouais. Non, il y a ça aussi. Puis après, il y a ta structure. Nous, on est encore une jeune maison, Vega Dupuis. Donc, évidemment que on n'a pas les mêmes enjeux que, je sais pas, quand un des 3 plus gros éditeurs français, tout d'un coup, pose un titre sur le marché. Évidemment, ça n'a pas du tout le même impact, puisque ils n'ont pas la même puissance. Et donc, ça, c'est des choses que tu construis. Nous, vraiment, l'idée avec Holyland, c'est vraiment de continuer à construire. Nous, on a un catalogue qui est très orienté autour du seinen manga, donc le manga plutôt pour un public adulte, voilà, jeunes adultes
et adulte. Et avec Holy Land, l'idée, voilà, c'était d'amener un Furio qui part pas dans du manga de boules de feu tout d'un coup, ou en tout cas de voyous qui peuvent se mettre des patates atomiques qui font disparaître les dinosaures, tu vois. Je vois de quoi tu parles. Voilà. Mais du coup, toi, en tant que chargé marketing, comment est-ce que tu le promeus derrière ? Alors je le promeus déjà principalement en ne m'appuyant pas du tout, contrairement à ce que certaines personnes m'ont suggéré de faire, genre en mode c'est l'auteur, c'est le meilleur ami de feu l'auteur de Berserk, parce que ça vraiment c'est enfin, mauvaise idée. C'est vraiment la technique, mais pardon. C'est une technique de roublard. Et surtout ça marcherait que pour le premier tome, parce qu'après on se rendrait compte que ça n'a rien à voir et que t'as trompé. Non, moi je le travaille en fait en expliquant que justement je joue sur les points qu'a signalé très justement Soso, à savoir le fait que c'est un manga qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. C'est pas juste un manga de frappe, mais qu'en même temps c'est un manga de frappe, donc si t'aimes ça, c'est cool. Que ça s'inspire, comme je te le disais tout à l'heure, de la vie de l'auteur, et que du coup c'est vraiment intéressant. C'est un manga de Furio qui est ancré dans le réel, donc il y a une vraie photographie justement du Japon, de la jeunesse perdue du Japon des années 2000, fin 90, début 2000, et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant dans Holy Land. Et le dessin, moi je trouve que oui, ok, la jaquette de Holy Land tome 1, on va pas se mentir, on est entre nous avec les milliers d'auditeurs, elle est pas ma boule. Les millions d'auditeurs même. Alors que le tome 2 par contre, incroyable. Le tome 2 elle est cool, je suis d'accord. Très, très je trouve qu'il y a des petits traits, sur les mouvements, il y a un petit truc à la Miura. De toute façon les mecs ils bossent ensemble. Si tu regardes les tomes de Berserk, tu regarderas à la fin dans les dernières pages, dans les remerciements, comment il y a Kojimori, et tu regardes dans les remerciements de Holy Land, il y a Kentaro Miura et Studio Gaga, c'est en mode mais oui, évidemment. Et justement, j'avais envie qu'on termine là-dessus. Est-ce que vous y croyez en fait à un re-succès de Berserk avec Kojimori derrière ? J'ai envie de commencer avec toi, Diff. Donc il va reprendre la suite. Il va reprendre la suite, oui. Je ne sais guère. Merci, Diff. Le trait du dessin n'est quand même pas pareil. Mais c'est pas lui qui dessine. Lui va prendre juste lui il fait story. En fait, Miura lui avait raconté l'histoire. Lui, il est garant de je connais la vraie fin. Je sais où je vais aller. Il a même dit je vais pas rajouter d'intermédiaire entre ce qu'il m'a dit. Donc si Miura avait pas décrit tous les détails d'un truc, il ira de façon elliptique directement là où il faut. Donc en ça, pour cette partie histoire, j'ai confiance à 100%. Pareil, hein. Pour la partie dessin, oui, ça sera moins bien. C'est impossible de faire aussi bien et pareil. Et de toute façon, le studio Gaga, honnêtement, il bosse avec Miura depuis hyper longtemps. Moi, je pense que graphiquement, ça sera pas mal. Sur tous les décors et les personnages. Pour dessiner, il faisait pas tout seul. En fait, les 3/4 des mangaka, c'est un chiffre dit un peu au hasard. Donc la grande majorité des mangaka vont te dire, et tu le vois par exemple dans le cas pour Togashi, c'est ce qu'il avait écrit noir sur blanc dans l'expo. Togashi Hunter. Si je ne délègue le dessin des personnages, je délègue l'âme de mon manga. Donc ils vont déléguer les décors, ils vont déléguer les personnages secondaires, mais ils vont pas déléguer les personnages principaux. Togashi, il aurait pu déléguer un peu. S'ils délèguent une partie du corps, ils vont garder à minima le visage parce que c'est la partie par laquelle tu fais passer les expressions. Et en ça, Miura avait un talent fou. Ensuite, moi perso, je lirai jusqu'au bout. Voilà, parce que Berserk, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. J'ai besoin de savoir comment va se finir. Diff, voilà, c'est sûr. Vous pensez tu as besoin de cette fin, Diff. Vous pensez que Eiichiro Oda, auteur de One Piece, il a délivré la fin à quelqu'un ? Il y a une personne qui s'est. Mais cette personne est morte. C'était un enfant. Mais si, parce que c'était dans Wish, Make a Wish. Il y avait un enfant en phase terminale qui avait dit mon rêve à moi, c'était de la fin, et Oda lui avait raconté. C'était pas une fake news, ça ? Je sais pas si c'est confirmé, hein. Parce que si Eiichiro Oda il a l'appendicite, il crève. Alors généralement aujourd'hui on meurt pas de l'appendicite, mais imaginons. Imaginons là ça maintenant. Imaginons. Ça veut dire personne sait la suite. Je pense que c'est nombreux. Tanto, à mon avis, il en a discuté avec. Obligé. Au moins le premier, parce qu'après aussi One Piece. Mais là on dévie, on va revenir sur. Parce que a connu beaucoup d'éditeurs. Berserk, j'ai badlu. Shikeblo, j'attends la suite depuis. Et Kojimori a donc l'histoire, a donc la fin. Il a la fin. Et ça a déjà commencé au Japon. Voilà. Il y a hier ou avant-hier la jaquette du tome 42 qui est sorti. De toute façon, tu connais ce truc-là, forcément. On va lire. Voilà. Bah oui, c'est tout simplement. Je vais lire. Je vais lire.
Ouais, ok. Soso. Alors moi étant la fan number one ici, C'est je vrai. dois m'exprimer. Moi avec la dernière page qu'a fait Feu Kentaro Miura, tu peux pas me dire J'aime bien que je qu'on vais... met feu devant quelqu'un qui Oui, est décidé. feu. Ouais. C'est la France. Tu peux pas me dire je vais pas lire. Bah C'est-à-dire oui. que moi la dernière page, j'étais en mode, non s'il te plaît, t'es pas parti sur ça, s'il te plaît, je t'en supplie, parce que moi en plus moi j'attends les parutions françaises. Ouais. C'est-à-dire que moi je suis pas une pirate. Moi j'attends de lire Y a avec pas de un piraterie. beau format, tu vois, genre non je m'adresse pas aux personnes d'ici, je m'adresse aux gens là, qui font des trucs bizarres. Et justement moi j'attends le tome 42, j'ai pas du tout vu ce que ça allait donner le dessin, j'ai même pas précommandé le Young pour voir qu'est-ce que ça allait donner, tu vois. Donc vraiment je vais avoir la surprise, mais je sais déjà ce que ça donne au niveau du dessin parce qu'ils ont déjà fait un one shot Studio Gaga, donc je sais que par contre il y a vraiment la patte Miura à 100%. Oui, ça va pas être parfait, mais on veut juste avoir la fin et moi je suis confiante. De toute façon, si on n'est pas content, on se contentera de dernière page du tome 41. Et puis voilà. Exactement. Mon cher Sébastien, qu'est-ce qui arrive chez Vega Dupuis dans les semaines ou mois à venir? Alors dans les semaines qui arrivent, là dans 15 jours, là, le 22 septembre si je dis pas de bêtises, on a la théorie du chaos qui est le premier manga de Mathieu Rennes, qui est un auteur de BD qui est connu entre autres pour Harmony chez nous, chez Est-ce qu'il y aura Dupuis Brad Pitt BD. Il y a pas Brad Pitt. C'est une dedans, vanne pour non, Fight Club, mais mais vas-y continue. non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Qui est donc un manga donc français, voilà, par un auteur très talentueux, et on est sur une BD où on part dans un monde où post pandémie mondiale, D'accord. et où les méga corporations Comme par pharmaceutiques contrôlent un peu le monde, voilà, tout par ça, etc. Et on va suivre une jeune héroïne qui vivait sur une île déserte et son mentor a disparu, et donc elle va aller en ville pour essayer de le retrouver, et elle va se retrouver mêlée dans des tournois de baston. On a un petit côté gun, tournoi de rollerball, tout ça, qui est assez cool. Un dessin très chouette, donc ça débarque le 22 septembre. Et il y a un truc dont je voulais vraiment parler parce que ça me tient à cœur, surtout après tout ce qu'on a dit sur Holy Land. Ouais. C'est le 20 octobre, on sort Les Combats Invisibles, tome 1, qui est un manga dont le thème est la lutte contre le harcèlement scolaire. Et en ligne. Très très important. Ouais. C'est un projet vraiment qui nous tient à cœur. C'est un projet sur lequel on travaille avec une société Little Spark et e-enfance, qui est un tiers de confiance qui s'occupe de faire disparaître du contenu. Si tu as un problème, en fait, tu vois qu'il y a eu du revenge porn ou un truc comme ça, tu les contactes, ils peuvent faire disparaître le contenu en moins d'une heure. Eux, ils ont cette capacité dans à peu près tous les réseaux sociaux majeurs. Et donc c'est un manga justement pour sensibiliser à ce sujet, expliquer ce qu'on peut faire quand on est témoin de harcèlement, et donc ça mobilise vraiment beaucoup de personnes. Entre autres, donc dans chaque tome il va y avoir un créateur de contenu, un influenceur, on va dire, ou une influenceuse. Sur le tome 1, c'est Lou, la chanteuse qui a remporté The Voice Kids, qui a chanté Miraculous Ladybug, voilà, et qui est dans la prochaine comédie, dans l'opéra urbain de Molière, voilà, qui est un personnage en fait dedans. Elle c'est pas l'héroïne, c'est un personnage secondaire, mais du coup elle aussi elle prête son image et sa notoriété pour faire porter ce message, parce que, alors c'est sûrement parce que je me faisais harceler à l'école aussi que ça m'habite ce truc, mais vraiment Non, puis avec les actualités, les enfants qui se suicident, c'est très important. Non mais c'est ça, voilà, et du coup c'est vraiment une BD que j'aimerais que un maximum de jeunes aient entre les mains. Ok. Et donc là, tu as lâché 2 créations. Nous, on veut rester sur la thématique du harcèlement. On a Diff qui est prêt à te boxer. Donne une autre info. On va la 3e. Moi, je te harcèle pas, frérot. Ne mettons pas de bourbier. Allez, 3e titre. Vas-y, lâche. Un 3e Allez, titre, je m'y attendais rapidement, tellement parce qu'après, pas. on prend un 3e titre de vite Valentin. fait. Je m'y attendais tellement pas. Si, on va sortir au mois de janvier, on va sortir un manga en 5 tomes, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle The World is Dancing, qui est sur la création du Théâtre No. Donc ça, c'est incroyable. Ok. Voilà. Oh. On revient sur la vie du créateur du Théâtre No. Ok, et bah super. Donc ça c'est début janvier. Janvier, ouais. Très bien. Bon déjà il y a janvier, octobre, septembre, il y a plein de rendez-vous. Merci beaucoup, mon cher Sébastien. Valentin, C'est moi. ça y est, c'est le moment. C'est la c'est mon grande heure. première de Nani. Je te laisse réexpliquer pour tous les auditeurs et puis j'ai hâte de profiter de la chronique. Yes. Alors, Nani est une chronique dans laquelle je vais essayer de vous raconter pourquoi, comment et pour qui un manga est arrivé.
Merci à la régie pour ce son qui me met C'est tout Nico. de suite dans une Bravo, ambiance, Nico. là, Nico, là, popo. La source de la source. Donc je vais essayer de répondre à ces 3 questions en vous donnant des petites infos exclusives ou auxquelles vous ne pensez pas ou qui vous surprendront. Donc aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je débute ce rendez-vous avec l'arrivée du titre Tsugai de l'immense mangaka Hiromu Arakawa, également autrice de Full Metal Alchemist aux éditions Kurokawa. PCP saison 1. Ah, Nani, saison 1, épisode 1, c'est parti. Alors pourquoi ? Tout d'abord, les éditions Kurokawa ont une politique d'auteur comme beaucoup, c'est-à-dire quand on commence à publier, comme tu le disais Seb pour Holy Land, avec Koji Mori, donc quand on commence à publier un auteur, on essaye de le suivre dans la continuité. D'autant plus quand c'est l'autrice d'un best-seller absolu comme Full Metal Alchemist, qui est aussi l'autrice qui a lancé la maison d'édition. Parce que Kurokawa, leur premier titre, c'est Full Metal Alchemist. Donc ça fait 25 ans qu'elle est reconnue comme l'une des meilleures mangakas en activité. C'est un coup de cœur absolu de Grégoire Hello, qui avait rencontré son œuvre un peu par hasard au départ. Donc Grégoire Hello, le directeur des éditions Kurokawa, qui est fan de jeux vidéo, lui, il achetait le magazine dans lequel était publié Full Metal Alchemist, le Young Gangan, pour lire, donc c'est le magazine de Square Enix, pour lire les histoires de Final Fantasy et de Dragon Quest. Et par hasard, donc il est tombé sur la parution de Full Metal Alchemist, a tout de suite le coup de cœur. Je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont eu assez vite ce coup de cœur. C'est aussi la mangaka dont tous les titres jusqu'à présent ont été adaptés en dessin animé. On en parlait tout à l'heure, c'est un levier. C'est la mangaka dont tous les titres au Japon ont été un succès. Si on regarde Silver Spoon, qui est son titre le moins connu, je pense. Noble Paysan, je dirais, son nom connu. Ouais, Noble Paysan aussi, c'est plus d'1 million d'exemplaires. Mais c'est ça, c'est fou. C'est quand même 1 million d'exemplaires par tome. Donc on est sur une valeur sûre de sûr sur je sais plus quel numéro de Chan. Donc c'est pas le 4chan, mais ça va être le 3chan. Donc le forum des otak absolus, quand il y a eu un thread qui a été fait sur quel est l'auteur, le mangaka qui vous a jamais déçu, Arakawa est arrivé numéro 1. J'aurais voté Mitsuru Adachi, mais bon, on est par hasard. On insiste quoi. Alors pourquoi les éditions Kurokawa ont commencé par cette autrice ? Comme on l'a dit, c'est du talent. Et pourquoi Tsugai ? Alors Tsugai, c'est un triple retour, parce qu'on fait attention, on s'est dit c'est Arakawa un nouveau titre d'Arakawa, mais non, c'est pas juste un nouveau titre d'Arakawa, c'est Arakawa qui revient à la fantasy en tant qu'autrice, parce que la légende d'Arslan, c'est pas elle qui est la scénariste, elle adapte un roman. C'est Arakawa qui revient au Young Gangan chez Square Enix, donc le magazine qu'il avait lancé, parce qu'entre-temps, elle était partie chez un autre éditeur, et en plus, pour l'accompagner sur ce retour, son tanto de l'époque, donc Yuichi Shinomura, redevient son tanto avec un deuxième tanto, parce qu'il est entre-temps devenu rédacteur en chef du magazine, mais il redevient impliqué dans cette histoire. Donc c'est vraiment une triple... Il reforme la team. Il reforme exactement, la Dream Team est à nouveau là. Et donc on a une confiance absolue sur le potentiel de ce titre. Dès qu'il y a eu l'annonce, donc le teasing de la sortie de Tsugai, c'était en août... Au mois d'août, les éditeurs avaient été prévenus un petit mois avant que l'annonce au grand public soit faite. À ce moment-là, on ne savait pas que serait le contenu de Tsugai. On a eu une image et un micro-résumé d'une phrase et demie. Et pourtant, ce jour-là, ça avait déjà cassé Twitter au Japon, ça avait déjà provoqué plein de choses. Pour remettre un petit peu de contexte, quand Full Metal Alchemist s'est arrêté a fini son aventure dans le Young Gangan, le magazine a vu ses ventes perdre 30 000 exemplaires par semaine sur la première année, et l'année d'après, divisé par 2. Donc, c'est pour montrer l'importance. Voilà, le premier Nani. Voilà, il est arrivé, on le voulait. Et donc, quand elle a fait Tsugai, elle a annoncé, elle a expliqué à Grégoire qui parle avec elle, donc Grégoire Hello, Tsugai, c'est l'anti-FMA. Enfin, c'est le reflet de FMA. Donc là où dans FMA, on savait où on allait aller, la recherche, la quête de la pierre philosophale, on avait une quête, on savait où on allait. Là, dans Tsugai, on ne sait pas du tout. Le lecteur est mis à la position du héros, qui lui-même ne sait pas ce qui se passe. On est dans un des premiers mangas quasiment en temps réel. Vous voyez, là, ça fait maintenant 2 ans que ça apparaît au Japon. Il s'est passé seulement 6 semaines dans l'histoire.
Je veux dire, oui, d'accord. il y a que South Park qui avance moins vite. Donc on est on est dans une histoire quasi temps réel. C'est le 24 heures chrono du manga au niveau du suspense de la punchline. Elle a dit son intention, c'est presque de faire un nani au lecteur à chaque chapitre. Il faut qu'à chaque chapitre, les lecteurs soient désarçonnés, soient surpris, que personne puisse dire on sait où qui va se passer dans 3 chapitres, il va se faire machin. Non, c'est la surprise. C'est super incroyable. Ensuite, donc, comme je le disais, le titre a été teasé à l'été 2021. Ouais. Le premier chapitre a été publié en janvier 2022. On arrive un peu plus d'un an et quelques après en France. Donc, comment c'est arrivé ? Alors, beaucoup de travail. Donc, les équipes de Kurokawa qui ont essayé de travailler, de pré-traduire en partie, parce qu'après, il faut quand même repasser parce que on a des corrections sur la version reliée, parce que les erreurs, ça arrive. On doit anticiper un tirage. FMA, avec ses 3 éditions en France, c'est entre 4 et 5 millions de ventes en cumulé. Donc c'est énorme. Il faut savoir que dans le monde entier, FMA, c'est le titre le plus vendu de chez Square Enix. Le manga le plus vendu de chez Square Enix, c'est 80 millions. Et en dehors du Japon, c'est 16 millions. Donc avec la France, on trace déjà presque un tiers des ventes de FMA hors du Japon. C'est fat. C'est énorme. On peut être fier, Cocorico. Bien sûr. Et bravo à Kurokawa avec leurs éditions. On est sur un truc super important. Donc, on a un tirage qui a 80 000 exemplaires pour l'édition normale et 50 000 pour la collector. C'est la 3e fois qu'une série commence avec un collector. Et voilà, j'espère que ça vous a fait assez de nani. Si vous en voulez plus, je mettrai mes notes après parce que je parle pas assez vite et je digresse trop. Mais c'était très intéressant. On est malheureusement pris par le temps. Merci, mon cher Valentin. Sébastien, c'était un grand plaisir. Je rappelle que tu es chargé de chargé marketing, aux éditions Vega du les deux, ça va ensemble. De toute façon, t'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. C'est parti pour la 2e heure de Yatta, les poneglyphes de Diff, la saison 2 de Vinland Saga, Bunaimin qui vient d'arriver. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Ravi de tous vous rencontrer. C'est un vrai plaisir, tu rigoles. Tout ça, c'est ce qui va arriver dans Yatta. Mais tout d'abord, notre cher Soso, c'est l'heure du Himitsu et tu vas nous parler de suites d'animés qui n'ont pas vu le jour. Oui, mais non, t'as spoilé. Mais non, tu l'as dit tout à l'heure. Non, j'ai dit un sujet qui fera mal au cœur. Alors, attends, de quoi tu nous parles dans Himitsu, mon cher Soso ? Alors aujourd'hui, dans ce Himitsu, comme d'habitude, j'aime bien les sujets qui font un peu mal au cœur ou des trucs qui vont vous faire pas nani, mais genre Masaka, tu vois, genre bon, excusez-moi mon. Ça veut dire que c'est pas vrai pour ceux qui. Alors aujourd'hui, on s'est sur anime, Portée disparue, To Doom. En fait, on pense à Nana, Yona, Princesse de l'Aube, Gangsta, Maid-sama et bien d'autres. On attend toujours la suite et je pense qu'on peut aller se faire brosser Martine. Oh, belle ref. Mais là, on a eu l'annonce de la saison 3 de Sawako, 12 ans après sa sortie. On a eu un reboot incroyable de Fruit Basket et en version complète en plus. Et Dragon Quest. Oui, également. Le retour rocambolesque de Bleach, c'est pour toi, Diff. Yeah, baby. On se dit que c'est peut-être possible, mais il y en a d'autres où vraiment, je pense qu'il faut qu'on lâche l'affaire. Et c'est une grande question, pourquoi il n'y a pas de saison 2 ? Et en fait, je pense qu'on ne connaît pas vraiment tout ce milieu de l'animation et tout ce que ça implique. Et d'ailleurs, avant de faire ça, je voudrais faire juste un petit tour de table. Quel anime n'a pas eu de saison 2 ou n'a pas eu de suite qui vous fait mal au cœur, Diff ? Hajime no Ippo, j'attends la suite depuis Balins. Depuis belle lurette, exactement. Amen. Vous êtes tous les deux d'accord du coup. Sur Hajime no Ippo, ne serait-ce que rien que pour avoir des nouvelles OST, rien que pour ça, je pourrais même écouter le dessin animé, ça me suffirait tellement je serais hype. Donc pareil pour toi, Hajime no Ippo, toi ? Alors, jusqu'à cette année, je t'aurais répondu Dragon Quest parce que là c'était une frustration, ils étaient arrêtés en plein milieu, même au premier tiers, et c'était hyper frustrant. C'était un titre, un best-seller, ça me semblait tellement injuste que ça s'arrête. On en reparlera. Et toi, Hub ? Moi, ce serait Prison School. on a eu. Je vois que Bouna il est d'accord. On a eu une très belle première saison. Et puis on attendait la suite. Et franchement, celui-là, tu ferais pas que l'écouter. Non, celui-là, je préfère le regarder. Ah non, il est très visuel. Je lance une annonce. Je me porte garant pour doubler. Il est actionnaire. Pour doubler dans Prison School parce qu'on dirait qu'il manque de voix. Oui, je suis d'accord. Et toi, Bunaimin, est-ce Moi, je veux une saison de Prison School avec le métacasque. Moi, je regardais ça. Avec l'Oculus. Voilà, très bien. On va revenir sur Himitsu avant que ça parte en cacahuète. Pour ceux qui n'ont pas vu Prison School, je vous invite à regarder avec vos parents.
voilà. Donc comme je disais, c'est un univers qu'on ne comprend pas forcément vraiment. Tous les enjeux tenants et aboutissants, on parle souvent des studios d'animation, mais est-ce que vous connaissez les comités de production? Parce que quand les gens sont énervés sur Twitter, c'est Mappa, Bones, donc tout ça c'est des studios d'animation, mais en fait c'est les comités de production derrière qui en fait vont décider de faire un anime et décider aussi s'il y a une suite, un film, des adaptations live action, il y a tout plein de choses. Faut savoir que des comités de production, souvent ce qui en fait partie, c'est un peu comme vous voyez dans les films, des grandes tables avec des grosses têtes qui décident de des mecs avec des cigares généralement. Exactement, c'est smoker quoi. Exactement. Et donc qui en fait partie, on a souvent des grosses entreprises comme Aniplex, Bandai, Pony Canyon, on a également l'éditeur, quand même, c'est normal. On a les fabricants de merchandising, parce que la thune c'est important, surtout vendre des figurines, et on a aussi des chaînes de télévision, forcément parce qu'elles vont les diffuser au Japon. Mais les studios d'animation alors... Diffuser, voilà. Il m'a regardé de travers. Mais les studios d'animation font pas partie des comités. Voilà, il y en a très peu. On va dire qu'il y a la Toei, Studio Pierrot qui en font partie, mais souvent c'est on leur envoie le cahier des charges et tiens, voilà, on a alloué un budget, tu fais ce que tu veux avec, voilà, tu dois faire ça. Donc il ne touche absolument rien des revenus en général que peuvent générer l'animation, tout ce qui est donc le simulcast, le merchandising ou encore la publicité. Attends, 0 centime. Donc en fait, ils comptent beaucoup sur les Blu-ray. Ah ouais. Oh les pauvres. Alors c'est vrai qu'avec l'avènement de tout ce qui est Netflix, je pense que ça peut bouger un petit peu, mais quand même les studios d'animation en fait ils ont un budget, donc c'est pour ça aussi qu'on a des animateurs qui sont payés au lance-pierre, qui sont épuisés. On a des fois des studios d'animation qui ne peuvent plus s'occuper. Je pense à One Punch Man. On a eu 2 studios d'animation différents avec des espacements entre les saisons. 10 ans chaque saison. Colossal. On sait pas où est la saison 3. On nous en a parlé. Juste pour rebondir sur Netflix et Crunchyroll font partie maintenant des intervenants dans les comités de production. Parce que ça permet aussi, quand on met de l'argent dès le début, à avoir peut-être plus de chances pour acheter les droits quand le truc sortira. Mais même quand on est dans le comité de production, ça ne nous garantit pas qu'on aura les droits. Parce qu'on n'est pas tout seul dans le comité. Donc il faut savoir aussi que si l'animé rapporte, c'est bien, mais il faut qu'ils rapportent. Parce que sinon, ils vont être en mode on a trop d'animés à faire, on a trop de choses à lancer. Donc forcément, tout ce qui est animé fleuve comme Naruto, Boruto ou One Piece avec la Toei et Studio Pierrot, qui sont eux-mêmes, qui font partie eux-mêmes des... Alors juste rappel, les animés fleuves, c'est ceux qui ne fonctionnent pas par saison. Qui fonctionnent par semaine, donc on est sur des énormes productions. Donc forcément, vu qu'ils font partie de gros studios d'animation, je pense que c'est plus simple pour eux. Après, on a... on a Masuo Ueda, qui est le producteur de City Hunter et manager d'Aniplex, qui avait expliqué les critères d'une suite. Selon lui, les titres vraiment réussis obtiennent une saison 2 ou une suite. Ils ont un feu vert. C'est par rapport aux bénéfices financiers, bien évidemment. Oui. J'allais dire longue vie à votre auto, mais... J'adore, oh là là, elle est deep celle-là, Surtout que j'ai eu un accident ce week-end, j'adore quand on parle de voiture. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, putain, il est au courant, c'est incroyable. Pardon, moi, je suis vulgaire. Par contre, selon Ueda, les fans, ils devraient pas se tourner vers les auteurs et les éditeurs pour avoir une suite, mais plutôt vers les studios d'animation qui apparemment sont quand même ouverts aux mails ou quoi que ce soit, mais en général, s'il n'y a pas de thunes à se faire, on peut toujours rêver. Je tends à croire aussi que Berserk 2016 n'a pas été validé par Kentaro Miura, parce que des fois il y a des auteurs qui ne valident pas de suite, donc soit ils arrivent à avoir les droits et ils font une suite d'eux-mêmes parce que les fans le veulent, mais l'auteur l'a pas validé. On peut peut-être se dire que Tokyo Ghoul Re c'est à cause de ça. C'était pas ouf Tokyo Ghoul Re. Ça n'aide pas du tout. Ou forcément The Promised Neverland saison 2, je me dis peut-être que l'autrice n'était pas dedans. Et on a également pour terminer c'est la pire saison qu'il y a eu. Ah bah là je pense que c'est la pire adaptation l'adaptation du manga était très mauvaise. C'est incroyable. La saison 1 encore ça va, mais la 2 c'est juste une erreur catastrophique. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'était Prison Break 2. C'est la saison 2. Non, c'est ça le parallèle. Non mais oui, c'était... Tu as raison, Moonlight. Ça valait les 4 saisons de trop de Prison Break. Bah voilà, donc ça a quand même vachement déplu. Donc finalement, avoir une suite quand c'est mal fait, c'est pas ouf non plus. Et on terminera avec le Twitter de la productrice Sasaki Marina, qui a été productrice de Parasite par exemple, ou The World is Still Beautiful, qui nous explique aussi une grosse raison. Donc c'est effectivement, donc si on prend le schéma, un manga est adapté en anime, l'anime devient populaire, le manga connaît une grosse augmentation des ventes. C'est pas pour autant qu'on va avoir une bonne saison 2, parce que les ventes de manga, mais en fait même l'auteur, le manga
manga, ça investit pas dans l'anime, c'est un média à part. Ouais. C'est pour ça que des fois on a des adaptations un peu bancales. Et elle dit que ça, il compte beaucoup, encore une fois, sur les ventes de Blu-ray. Donc, je pense que ça va être très compliqué des Vraiment, fois. Blu-ray ou DVD. Voilà, et c'est En fait, DVD les Blu-ray. ventes C'est vraiment- physiques sont réalisées par les studios. Donc là-dessus, ils gagnent l'argent. Donc mais ça c'est plus pour des productions indépendantes. Donc c'est vraiment quand ils produisent leur propre série, donc leur propre IP, quand ils créent une licence, ou quand ils ont réussi à mettre le pied dans le comité de production et que donc ils vont avoir des billes sur les revenus. Il y a une dernière cause d'arrêt, d'annulation de série. Là, si on reprend l'exemple de Dino Daiboken, donc Fly, quand on était jeune, là c'est la chaîne télé qui faisait partie Encore du Dragon comité Quest, toi, t'es de prod, La quête de qui avait elle changé complètement sa plage horaire. Imaginez TF1 quand on dit on arrête le club Dorothée. C'est d'un pas seul besoin de coup, l'imaginer, je l'ai vécu. Il y a C'était 40 dur. dessins animés qui sautent. Là, il s'est passé la même chose en fait au Japon. Il y a une émission qui a sauté. Donc la plage horaire pour Dragon Quest a disparu. Et donc forcément, ils ont arrêté. Alors qu'ils avaient prévu, ça marchait, le manga était un carton, les jeux vidéo continuaient à se vendre par tractopelle. Enfin, il n'y a vraiment pas de problème et tout le monde voulait faire la suite. Et c'est un peu de temps avant là, qu'ils ont dit on va pas pouvoir continuer. Et là, ils ont contacté l'auteur. La série était en cours. Ils ont dit est-ce qu'on peut changer un peu l'histoire pour faire. Et donc ils ont enlevé un truc du manga. Voilà. Donc forcément. Il y a quelqu'un qui a fait un petit bruit de gorge dans un le petit micro. bruit de gorge, je sais pas si c'était qui, c'est incroyable. Vas-y, Soso. Donc évidemment, comme j'avais dit tout à l'heure, dans les comités de production, il y a aussi les chaînes télé, ce qui implique que tous les membres du comité de production impactent sur la suite de l'animé. Donc forcément, je fais une croix sur Nana, je fais une croix sur pas mal d'animés. Je garde quand même les doigts et les doigts de pied croisés pour avoir certaines suites, même si parce qu'on a, comme j'ai dit, on a eu des surprises avec Sawako ou encore Fruit Basket avec des reboots complets. Donc on n'est pas à l'abri de ça, mais ne comptez pas trop là-dessus. C'est un peu compliqué. Juste, ça veut dire qu'il y a eu une Dorothée japonaise. Alors, c'était pas exactement, c'était pour donner l'exemple pour qu'on comprenne. C'était une émission qui durait. C'est juste une plage horaire. Si la plage horaire saute, Tu il y a plus demanderas en de. antenne après. Voilà. Pour conclure, Fini, Soso, vas-y. Pour conclure, parce que je reste toujours dans le sel, c'est pas en faisant des Dans le streamings d'animés que vous allez aider à avoir une saison 2. Voilà. Exactement. Merci bien. Merci, ma chère Soso. Bounaï, comment tu vas? Ça va très très C'est bien. alors, je le redis, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Mais moi, je suis Grand super fan de heureux manga. de vous rencontrer. Moi, je savais pas que t'étais un grand fan de manga. Ben moi non plus. non, Il vient d'apprendre. Je l'ai non, c'est je l'ai ça. découvert en arrivant dans le... Non, moi j'ai découvert en parlant avec les gens et j'ai fait mais en fait j'y m'y connais beaucoup plus que toi qui dis que t'es passionné, donc j'ai fait en fait ouais je savais pas en fait. Ah bah, très bien, c'est un vrai Ah ouais. plaisir. Alors, avant qu'on parle de Vinland Saga saison 2, nous, on a parlé la semaine dernière du live action One Piece. Est-ce que tu as eu le temps de regarder les 8 épisodes? Bien sûr que j'ai eu le temps. Alors, dis-nous, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est merci. Ah, Voilà, c'est bien. j'ai envoyé un MP au scénariste, à Steven Maeda, qui Ouais. m'a répondu, il m'a fait comment? Ah oui? Ouais. J'ai dit j'ai dit C'est parce que merci. t'as un compte certifié, Ouais, c'est pour ça. j'avoue. 16 € par mois. Ah. Qu'est-ce qu'il y a Non mais ouais, ça m'a étonné qu'il m'ait répondu parce que je lui ai juste dit merci d'avoir montré de l'amour et du respect à l'œuvre. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette adaptation? C'est le fait que ça va ouvrir la porte à un nouveau public. Ça va ouvrir la porte à des gens qui leur disent quand je te dis One Piece c'est la vie et que tu me dis c'est trop long, eh ben non. Ah oui, il y a ça. Non, c'est le La pire vie, c'est argument. long des fois. Hein La Oui. vie, c'est long des fois. Oui, mais c'est exactement ça. Espérons qu'elle le soit le plus possible. C'est que ta vie qui va être trop courte si One Piece c'est long. Ok, c'est vrai, tu veux répondre à ça. Mais oui. Et Non. t'as un personnage que t'as le plus aimé dedans? Non, mais c'est Luffy. Le Luffy là, Inaki. Iñaki Godoy. C'est Plus que- Luffy. Plus que Zoro? Évidemment plus que Zoro. Ok. Parce que là, le Zoro, il me dégoûte en fait. Parce que je pense que lui, Pourquoi dès la. Parce qu'il a fait Seyard dans Chevalier du Zodiac Non, juste avant là. parce qu'il est trop beau, il est trop charismatique. Ah oui, d'accord. Je pense que là, ça fait une semaine, il doit ken. À mon avis, Ken de ouf. Ah non, il devait copuler déjà c'est avant. obligé. Il est Ouais. même- Oui, non, mais là, Ken de ouf. là, il y a plein de gars qui font ken moi. Vraiment, laisse-moi être ton 4e sabre. Vraiment. ok. Je rappelle quand même, Bouna,
que c'est une émission tout public. C'est tout public. Moi, on m'a dit, parle pas des feuilles. Donc, on reste tranquille. C'était la dernière de Yata. Merci Valentin Paco, merci Diff, merci Soso. Tu voulais rebondir rapidement, Ouais, parce qu'après rapidement. on passe à rapidement. Ouais. Je voulais juste dire, justement, Zorro, ça prouve que quand on a un bon scénariste, un bon réalisateur, on peut interpréter un personnage parce que le Seiya, il est dégueulasse, Oui. et en Zorro, il est excellent. Exactement. Donc c'est vraiment la direction, c'est pas l'acteur le problème dans la majorité des cas. Oui, hein. oui. C'est les C'est deux, comme- les deux showrunners. Ils Oui, sont là, bah, en fait. C'est comme Là, Jared Leto, des fois il a des rôles très bien, mais il est dans des films caca. C'est comme Tu ça. veux dire quand il joue le Joker dans Suicide Squad? Non, dans le dernier où il y a un Il a vampire. bien là. joué Ah, Joker dans Suicide Squad. Oui, moi j'ai bien aimé. Ça va, c'est encore un autre débat. Ouais, ouais. En parlant d'autres débats, la saison 2 de Vinland Saga, donc qui s'est terminée il y a quelques mois. Attends, juste parce que j'ai un truc qui m'a déconcentré, mais je suis là rapidement avant qu'on en parle. Je vais faire le pitch de Vinland Saga pour ceux qui n'ont pas vu Vinland Saga. Donc ça se passe au temps des Vikings et on suit le jeune Thorfinn qui, après avoir vu son père Thors mourir sous ses yeux, il embarque sur le drakkar de son assassin Askeladd. Son but, devenir beaucoup plus fort pour pouvoir tuer Askeladd et forcément venger son papa. Putain, je croyais que t'allais dire pour redresser les torts. Ah, ça aurait été une super vanne ça. Oh la vache. Tu vois? Je suis tellement déçu là. Tu vois, j'aurais non. pas. Mais c'est l'arrivée de Bunai, je peux pas faire de vanne, il est trop fort. au-dessus. Bah évidemment. Donc il y a eu beaucoup de critiques sur le manque de violence de cette saison 2, sur l'évolution de Thorfinn. Est-ce que tout ça c'est justifié? Est-ce que cette saison a été mal comprise? Soso, je te vois dire non. Non, mais je- Alors rapidement, pourquoi? Elle est très bien cette saison 2. Alors qu'est-ce qui Et ça a était bien été dedans? très mal compris. Déjà, ça, je m'étonne peut-être qu'on pas. peut parler déjà de l'évolution de Thor. Thorfinn. Thor. Parce que Thor, son évolution, il n'y a pas de. y a pas d'autre. ouais. vous pouvez- ouais, deuxième épisode, adios. mais, non, en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'auteur, il n'était pas là pour faire du shonen pur, parce que déjà, c'est devenu un seinen après. On rappelle quand même qu'au niveau de la parution, alors dans l'animé, pour ceux qui sont animé only, on commence directement avec Thorfinn enfant, en Islande, tout ça, machin, alors que dans le manga, ça commence directement quand ils font l'assaut sur la France. Donc forcément, c'est un moment où ça envoie du steak, ça envoie des bûches, tu vois, genre ils se disent oh, un manga de viking bien viril. Donc forcément dans l'animé, normalement quand t'es anime only, tu dois comprendre que bon, c'est quand même un petit peu plus sérieux que ça. Et en fait quand il a commencé le manga, il a fait ça, puis après il a fait je sens que ce que j'ai envie de faire, ça va pas coller dans un magazine shonen où il y a quand même des cahiers des charges bien précis. Et dans le seinen, bah du coup, donc le seinen c'est un genre entre guillemets plus adulte et plus ouvert, que ce soit au niveau de la violence ou même des sujets, des thématiques. Et il s'est dit bon, je vais partir dans un magazine seinen. Donc en cours de parution, il est parti dans un magazine seinen et c'est là que on a l'évolution de Thorfinn. Donc c'est fin de saison 1. Là on commence saison 2. Il est plus âgé, c'est un esclave et il a renoncé à la violence. Alors je rappelle qu'il est esclave parce qu'il a voulu tuer le fils d'un roi, j'ai plus son nom, il a voulu Le tuer. roi Canute. Canute. Exactement. Ouais. Et donc et bah hop, Knut. il s'est fait arrêter et direction l'esclavage. Voilà, mais en fait, il a décidé de. Bah, vu que sa vengeance a été squeezée, parce que finalement, c'est pas lui C'est qui pas- tue. Bah c'est la saison 1, ça va. C'est ça bon, va. y a plus de saison, on peut ah. spoiler. Si on vous a dit, on parlait de saison 2, là, il faut être au courant quand même. Il a pas pu tuer Askeladd. Il a pas pu tuer Askeladd, c'est quand même. C'est avec ça De toute qu'il a façon, je grandi. pense personnellement qu'il l'aurait pas fait. Il n'aurait jamais pu le tuer. Il a eu Il aurait jamais pu le l'occasion tuer. plein de fois. Et toute l'idée, justement, c'était de montrer ce chemin De vers. vengeance. Non, justement, pas vers la de- vengeance. de De non-vengeance. dépassement. De dépassement de ça. Non, puis mais il a commencé à être proche d'Askeladd. Bah, Mais ça c'était devient- comme ça un devient père pour lui, malheureusement. Mais Ah, voilà, et puis il projetait des choses sur Askeladd qu'il a finalement vécu, qu'il a reproduit. Et en prenant du recul, il se rend compte que la violence pour la violence ne mène à rien. Et ça, c'était prévu. Et c'est une magnifique histoire. Donc, si on rentre dans Vinland Saga en se disant c'est juste du beefsteak, ouais, ok, vous allez être déçus. Oui, oui, Ah, t'as ça pas c'est compris, sûr. ouais. Diff, Parce que moi, la saison 2, je l'ai consommée chelouement. c'est-à-dire. C'est-à-dire que elle commence, moi j'attendais la bagarre de Viking, Ah, bah oui. tu vois ce que je veux dire. Et finalement c'était grave de la psychologie. Oui. Et à chaque fois j'étais saoulé, mais j'étais pas saoulé. Alors il faut que tu nous expliques là. C'est-à-dire j'étais saoulé, mais je disais mais j'attends la suite. Et Ouais. après la suite, j'étais saoulé aussi, mais j'attendais la suite Pourquoi encore. t'attendais plus d'action? Ouais, je me disais c'est quand que ça se castagne, tu vois. Voilà. Voilà, et à chaque fois j'étais saoulé encore, mais j'attendais la suite. Et au final, j'ai compris pourquoi j'étais saoulé, mais que j'étais bien saoulé.
Parce que c'est logique. Ouais, parce qu'il y avait une logique et il y avait une construction il fallait mettre un truc en place du daron de Thorfinn qui voulait mettre en place un truc dans la tête de son fils, mais il était aveuglé par la vengeance. Genre un bail à la Sasuke. Ouais. Tu vois. Et en fait, cet aveuglement lui avait fait oublier les doctrines de base de son daron qui lui avait dit depuis qu'en réalité un guerrier c'était pas forcément un bout avec des meuhards et des haches. C'est vrai. Meuhard, c'est arme pour Oui, ceux qui des ne parlent armes, pas ouais, verlan. Ouais. des armes et des haches. Et donc en fait moi j'attendais la garba, c'est-à-dire qu'à un moment donné où juste Thorfinn il a fait une esquive choup, choup, et que l'autre il a senti un acquis On va en parler. on va en parler après. Enfin c'est parti. Avec Snake, mais on va Ouais, en parler exactement, après. avec des snakes, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, c'est vraiment psychologique dans le sens où le boug, il est puissant, il peut faire du sale, il le sait, mais il a un autre message à transmettre. Bunai, qu'est-ce que t'en as En pensé? fait, tu vois, tous ceux qui ont critiqué, tu sais, c'est les bandeurs de bagarre. Ils veulent Merci. juste, ils veulent juste ça. Moi, je vois la saison 1 comme un prologue. Ah, c'est un apéro. Vraiment, juste, c'est juste un petit truc qui fait que l'œuvre, elle porte pas du tout le message que tu veux voir. Mais tu sais que Yukimura a dit en interview qu'il en avait marre de tous ces mangas de violence Ah et oui, que c'est lui ça. il voulait se retirer un peu de ça. Donc, Et oui, et là, le vrai message de Vinland Saga, c'est le périple pour aller à Vinland Saga, mais tu n'as pas d'ennemis. C'est cette quête-là d'empathie D'aventure. au maximum et de résilience. est-ce que vous avez pas eu l'impression qu'il y a eu, parce qu'il y a un autre personnage qui fait son entrée, c'est Einar, qu'il y a une sorte de parallèle entre le destin de Thorfinn et le destin d'Einar qui s'entrecroisent, parce que Einar lui avait peur de se battre. Et il a vu toute sa famille mourir devant lui et maintenant il a toute une rage. Et puis de l'autre côté, on a Thorfinn qui il a plus aucune rage en lui. Destin croisé. Non, mais parce qu'en Exactement. en fait, c'est pour ça que je te parle d'empathie. Ouais. C'est que cette rencontre-là, c'est Thorfinn, il se met directement face aux conséquences de ses actes, en fait. Ouais. Et donc, du coup, Einar, s'il est là, c'est parce que des mecs comme Thorfinn ont brûlé son village, Ah oui, ont totalement. tué toute sa famille, etc. Et tout. Et donc, lui, il se rend compte, en fait, que tous ces actes ont des conséquences dont lui n'avait jamais pensé, tu vois. Mais vous vous souvenez de ce moment où Einar apprend qui était Thorfinn et qu'il veut tuer Ouais. Thorfinn Dans la nuit, pendant ouais. et que Thorfinn il dort pas et on a l'impression qu'il attend la mort. Ouais, il accepte plutôt. Ouais. C'est de Ouais, la- il de la accepte là. rédemption, Vas-y, quoi. tu veux me dead, vas-y, tue-moi. Bah, il est un peu, comment dire, Thorfinn, quand on le voit, quand on le revoit, on a l'impression qu'il est un peu abandonné en fait. Il est dans une résilience et surtout qu'il se cherche. Parce qu'il est en mode, j'ai fait tout ça, déjà, j'ai pas réussi à le tuer, mais en même temps, est-ce que je voulais le tuer? Et ma vie, j'ai fait quoi dans ma vie en fait de bien? Et mon père, c'était tellement waouh, il m'a inculqué des choses, mais là, tout ce que j'ai construit, c'est nul. Et ça m'a amené là, dans un champ, à faire des trucs et je suis personne. Donc en fait, finalement, quand il tombe sur quelqu'un où il se dit moi, j'en voulais à un mec d'avoir tué mon père, mais il y a un gars qui va peut-être m'en vouloir parce qu'il y avait des mecs comme moi, justement, comme tu disais, qui ont buté toute une famille. Donc en fait, ma vengeance, est-ce qu'elle a été justifiée? Et est-ce que c'est vraiment ça le but de ma vie? Donc en fait, quand il est dans une résilience constante, en fait, quand il se dit s'il me tue, bah finalement je mérite que ce que je mérite en fait. Et c'est dommage. Moi, Non. Thorfinn, il me saulait à des moments. Je voulais le gifler, imbécile. T'es Thorfinn, frère. Tu viens de grigner, frère. Qu'est-ce que tu fais? Grigny dans les montagnes. Bunai, t'as eu un truc. Ouais, non, c'est parce qu'en fait, il s'est fait voler sa vengeance, quoi. Ouais, exact. Il s'est fait voler sa vengeance et il est vide. Oui. Il est vide. Et c'est vrai que, tu sais, dans la saison 2, là, quand il parle avec le vieux maître, tu sais, qui lui dit que ce qui est bien quand t'es vide, c'est que tu peux te remplir de plein de nouvelles choses. C'est incroyable, en fait. Je suis d'accord. Je pense que c'est Valentin. même plus que sa vengeance qui s'est fait voler. En fait, il se rend compte avec cette mise en abîme qu'il s'est fait voler sa vie, mais dans tous les sens du terme. Parce qu'il s'est fait voler sa vie au sens premier du terme. Donc on l'a enlevé de chez lui pour aller faire la guerre. On a tué son père, on l'a séparé de sa famille. Mais il s'est fait aussi voler ses aspirations parce qu'on lui a menti en lui disant « Ouais, viens, piller, violer des gens, c'est trop cool. » Et après, il se rend compte finalement que non. Et donc toutes ces aspirations, c'était du flan, c'était nul, c'était rien quoi. Le Valhalla, c'est une promesse. En fait, Alors c'est le paradis des Vikings, hein, le Valhalla. Voilà, T'y rentres que si t'as été un guerrier brave. que si t'es mort Et si t'es combat mort en plus, quoi. guerrier, Et donc tout ça, c'est des promesses à la con quoi. Parce Ouais. qu'à la fin de la saison 2, il a un bouc, tout ça, là. Oui. Et il a quel âge?
Il doit avoir 16-17 ans là, non? Au début, qui ça pas à la À la fin. fin de la saison 2. À la fin de la saison 2. Quand il affronte le roi face à face et qu'il lui envoie des punchlines, il a quel âge, Il Thorfinn a pas 30 ans, entre Oh, il est Vieux comme âgé, ça là. Ouais. Et il est puceau. Oui. Oui, toujours, ouais. Mais c'est ça son Mais problème. comme Itachi Non. là qui est sur en statue devant Soso. Laissez-le C'est des tranquille. boucs. C'est des boucs qui n'ont jamais guindo de leur vie. Bah il était à la guerre tout le temps. Voilà. Ils ont pas le Voilà, temps pour c'est ça. là le C'est problème. ça, du c'est ça Thorfinn. ton sujet Non, c'est principal pas là. ça. On peut Non, se c'est pas recentrer ça. là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut revenir sur un changement qu'il y a eu dans la saison 2 on en parlait rapidement, c'est avec Snake, donc qui est un guerrier protecteur un petit peu de... Il est badass. Ouais. Non, mais après, il y a le vrai changement aussi, c'est le roi Canute, quoi. Alors encore avant. Moi, j'allais dire, c'est le changement de studio. Il y a eu beaucoup de changements. Changement studio aussi, mais le moment avec Snake, quand il vient, quand Thorfinn est devant et que il refuse de se battre, il se prend des petites corrections, mais à un moment donné, quand il risque de se faire trancher complètement, là tu sens qu'il y a un instinct de survie qui revient. Ouais, mais il lui dit, Snake, il dit, Ouais. tu veux mourir, mais ton corps, il veut vivre. Ouais. Et c'est... ouais, bref. En fait, il le force à prendre conscience de ok, t'as fini. En fait, tu changes de phase. Tu vois, t'as la phase de deuil, la phase de la colère, la phase de repentance. Et maintenant, voilà, ça va être le moment de passer à l'étape Il va suivante. passer à l'action. Et pas forcément passe à l'action. pas frère. forcément l'action que Diff attend. Non, mais une non, action. Là, non, il est super badass quand il évite le coup, Ouais, il fait t'entends une rien. cabriole. Oui. Ouais. En fait, c'est Il vas-y reprend en main maintenant, sa vie. Hein. remonte et reconduis ta moto, quoi. Enfin, ton véhicule. Reprends en main ta vie en fait. Et, Non, fais voilà. un truc pour cette vie, parce que ça sert à rien d'oublier la vengeance, de faire les trucs. C'est ça. C'est après, quand tu dis ton corps il veut vivre, c'est après qu'il décide de se dire que maintenant, tu sais, j'ai tué tant de gens, je vais faire en réparer sorte- tant de- ouais, je vais réparer tant de vies, je vais faire etc. et tout. Je vais faire deux fois plus pour les autres, quoi. Alors ça, c'est parce que Gotcha. notre cher producteur Face veut intervenir. Oui, Face. Ah bah non, apparemment. Non. On t'entend pas, je sais C'est pas. un sujet qui me tient à cœur, Ah. donc j'étais obligé d'intervenir. Et Oui, j'ai une tu es un question. grand fan de Vinland. Vas-y. Ouais. Parce que pour moi, dans le processus narratif de Vinland Saga, on passe clairement du schéma du shonen au schéma du seinen. Donc ça s'adresse à d'autres catégories de personnes avec une certaine maturité. Et ce que retranscrit pour moi la saison 2, c'est un peu le yin et le yang, le combat de l'être, le djihad. Donc c'est son propre combat. Donc au final, j'ai une question à vous poser. Est-ce que notre plus grand ennemi, c'est pas nous-mêmes au final? Bah si, c'est ce que Rocky dit très bien dans Creed, quand il est en train de l'entraîner, il dit ton plus grand ennemi, il est devant ce miroir. Exactement. Et bah là c'est pareil. Oui. Bon bah voilà, très bien, merci. Mais, T'as d'être ça. ouais. Bounamine, tu parlais Il réfléchit encore. Tu parlais de quelque chose, Je attends. crois qu'il se demande si le Ouais. kebab du coin, c'est pas son plus grand Non, ennemi. non, non, je suis en train de réfléchir Parce sur- que quand sur- j'allais parler sur Snake, tu voulais parler sur quelqu'un d'autre. de Canute. Ah, de Canute, oui. Ouais, Voilà. et de ce moment où il dit que il pensait qu'il avait que des ennemis autour de lui et qu'en fait il avait il avait un compagnon, donc Thorfinn, qui a choisi la même chose que lui, mais par une autre route, quoi. C'est vrai. Parce que lui, en fait, il croit plus en Dieu, il croit plus au paradis. Il fait de la guerre pour créer son propre paradis, alors que Thorfinn a choisi une autre route. Absolument. J'ai une petite question. Alors, qui a lu le manga? La Qui- suite de. Ah, parce que d'accord, parce que j'allais poser comment vous imaginez la suite, mais si vous avez lu le manga, On va pas répondre. ouais, ouais. On répond pas. Moi j'ai pas fini. Moi, Moi, je suis en anime. mais moi je connais la fin. Je suis Ah en ouais, d'accord, anime, ok. donc en vrai, Tu connais la fin? parlez Il y a pas de doucement. fin. Je sais. C'est pas encore fini, là. Ouais, bah ouais, c'est pas terminé. allez-y Qui te l'a doucement, qui te l'a ne dit à la spoilez fin? pas. Non, moi j'ai lu les trucs historiques en fait. Alors, je suis désolé, je suis obligé de dire la vanne. Puisqu'il y a une vanne, il y a une private joke qui tourne souvent. Soul King d'ailleurs qui vient quand il veut dans cette émission. Il est important. Ah voilà, Faut qu'il vienne. exactement. Faut qu'il vienne. Avait dit que Oda lui avait dit la fin de One Piece, et donc il connaît. Et Face m'a dit dans l'oreille, Soul King connaît la fin de Vinland Saga. Voilà. Il a dit ça où? Je sais plus. Face, tu te souviens où est-ce qu'il l'a dit? Non, il a dit que c'était un boug à Oda. Ah, en C'est un interview. bouc à un Bouga Oda Oda. qui lui a dit hey, écoute, attends, je vais te dire mais c'est quoi la fin, tu me dis si c'est bon ou pas. Et il a dit oui, c'est ça. Et du coup, c'est bon ou pas? Non, pour revenir sur le fait que j'ai dit je connais la fin, c'est juste que j'ai lu l'histoire en fait de Thorfinn, de Canute et tout ça. Ok. Du coup, on est bien d'accord que cette saison 2 est une très bonne saison, Oui. très psychologique.
Ou tu n'as pas l'air d'accord? Alors Valentin? si, moi j'aime beaucoup cette saison. Juste j'aurais préféré que ça reste le même studio d'animation parce que je suis un peu maniaque et j'y mets 2-3 épisodes à m'habituer au nouveau. Non pas que ce soit moins bien, mais c'est juste que la différence de traitement, notamment dans les scènes avec beaucoup de mouvements, Wit et Mappa les traitent pas de la même manière. Le travail sur la couleur et sur les effets lumineux ne sont pas pareils. J'ai juste mis 2 épisodes à me remettre dans le bain. Mais au final, comme c'est un changement de ton, c'est peut-être pour un bien. Exactement. C'est vrai. Exactement. C'est vrai, donc moralité, ne critiquez pas la saison 2 de Vinland Saga, regardez-la avec des yeux d'adulte. Donc J'avais envie de dire ça comme ça. Soyez pas des bandeurs de bagarre. Voilà. Donc ceux qui ont lu la suite, là, la saison 3, quelle couleur? Ah, pas de spoil. Non, elle a quelle couleur? C'est quelle ambiance? Tu restes très proche de l'ambiance sur la fin de la saison 2. C'est sur ça. Tu vas pas retomber sur la bagarre, clairement. Ok. Ouais. Mais moi, le conseil, c'est de, avant de critiquer, regarder l'œuvre et penser à l'œuvre au total. Comprenez. Ou lisez l'œuvre, ce sera peut-être mieux. En fait, vraiment essayer de comprendre ce qui se passe parce que sinon, ça veut juste dire que vous n'avez pas compris, quoi. Ouais, c'est ça, parce que si tu prends juste la saison 2 hors du contexte sans avoir vu la saison 1, tu peux pas comprendre. C'est bizarre. Et si Évidemment. tu fais que la saison 1 et que tu Évidemment. Ouais, mais faut surtout éviter de regarder avec ses fesses. Faut comprendre que l'auteur il a parce un que message. personne n'a des yeux sur les fesses. Non, mais Enfin, je veux dire, ne crois pas. j'ai l'impression que les gens ils regardent en surface. Moi, j'ai mes yeux et sur face. Faut apprendre. Quelle vanne incroyable. Quand on lit un manga, quand on regarde un animé, comprenez le message de l'auteur avant de regarder juste les scènes de fight. Et tu parles à Hubert qui attend Prison School saison 2. Ouais. Toi aussi, Là, je regarde avec les fesses. Il Mais bon, c'est regarde encore autre chose. avec les fesses. Bounaï, avant de parler un petit peu de toi, il y a Div qui va commencer une nouvelle chronique qui s'appelle le poneglyphe. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde la chronique et après tu nous la fais, mon cher Div? J'ai Guindo Nico Robin. Oh non. Cette émission est tout public, on a dit. C'est pas possible. Voilà, j'ai arrivé, j'ai ramené le chétan. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je rigole. Non, en fait, Poneglyph, c'est juste une traduction de, tu vois, la plupart des artistes rap aujourd'hui envoient des punchlines avec des références manga. Tu vois ce que je veux dire? Et donc. T'en as fait ton fonds de commerce. Oui, j'étais le pionnier de ça. T'étais le pionnier. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, c'est juste la traduction un peu de ces paroles l'explication, la traduction de ces paroles qui peuvent passer inaperçues dans les oreilles des gens lambda qui n'ont pas de acquis. Ok. Eh ben, allons-y. Ok. Donc là, quand je dis c'est le retour de Ken Master, Kenshin, Kentaro, Kentaseur. Le retour de Ken Master, Kenshin, Kentaro, Kentaseur. Là, ça veut dire que moi, vu que j'étais pionnier de ce bail, tu vois, depuis moi, j'envoyais cette dièse. Et maintenant, j'entends un book. Il kick comme moi et il envoie des punchlines comme ça de bail de manga. Et on parle de Nekfeu. Voilà. Nekfeu qui s'appelle Ken. T'as vu, c'est le seul book. À vous, personne connaît un autre Ken. Non. À part le survivant. Ouais, c'est tout. Ou celui de Barbie récemment mis en avant. C'est vrai, exact. Donc en fait, quand il dit c'est le retour de Ken Master, Kenshin, c'est Kenshin le vagabond, tu vois. Kentaro, vous savez tous que c'est le mangaka auteur de la série médiévale fantastique culte. De Dark Fantasy Berserk. Berserk, tu vois. Et Ken, ta sœur, c'est Ken. C'est Ken. Voilà. Ken, bang, bang, C'est pas une référence à un manga. T'as donc- Ken Master, c'est Street Fighter. Du coup, non Exactement. Voilà. Non, donc il y a un full up de Ken et en fait voilà Ken Taro en fait il envoie une punchline soi-disant Taro ça veut dire draguer en chinois et tout donc en fait il était plein de punchlines dans cette tu vois c'est dans l'album Feu qui arrive en 2015 tu vois donc c'était le morceau Martin d'Éden donc quand j'ai entendu ça j'ai dit le boug il est de mon espèce tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'était le premier truc que je voulais traduire dans le poneglyphe. Ouais. Il y a des trucs de WAM aussi. Voilà, j'attendais un peu. J'ai fait une chronique sur WAM. En fait, c'est tout promo pendant toute la saison. En même temps, il est traduit plus facilement. Mais c'est vrai. Genre, tu vois, Et dans d'aucune des on voit un peu des ambiances. Vas-y, Nico. Peur de la mort, si c'est mort, c'est que c'est ça la vie. Je préfère être roi en enfer plutôt qu'esclave au paradis. La dignité, la fierté, notre force, nous la gardons. Même si j'ai la couleur, je ne servirai pas de charbon. tu connais les bails. Je peux faire des bacs. Ok. Donc tu vois dans ce morceau Memento Mori,
tu vois, qui se... C'est sur Demolition Man. Ouais, non. Non, c'est sur celui d'après. Ouais, c'est Demolition Man. Ah oui, c'est Demolition Man, ouais. Et en fait, Memento Mori, ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir, tu vois. Donc j'exprime un peu toutes mes émotions par rapport à la vie. La vie est courte, dépêchons-nous de vivre, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, mes références, moi je suis un grand fan des Chevaliers du Zodiaque. Oui. Donc tu vois, dans le morceau, au moment où je dis je me relève comme un chevalier d'Athéna. Et puis j'ai lancé une punchline qui a fait un peu polémique quand je dis je préfère être roi en enfer plutôt qu'esclave au paradis. Et plein de gens ont commencé à dire oh mais Div, tu blasphèmes, tu truc. Alors qu'en vrai, quand je fais référence à ce genre de choses, c'est la mythologie. Ouais. Tu vois, c'est comme dans un autre texte où je dis si le ciel est un obstacle, je défierai les dieux. C'est une phrase de Seyard. Bah oui. Tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Exact. Donc en vrai, je voulais vraiment traduire cette phrase où plein de mes book brothers ont dit oh Div, t'abuses. Avec plusieurs aides. Plein de mes book brothers bon hey Div, t'abuses là. En vrai c'est vraiment juste du Kratos, de la mythologie scandinave ou bien grecque. Je suis pour que c'est très bien que tu traduises comme ça les phases et que tu traduises les tiennes de temps en temps. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y aura un peu de moi et un peu des autres. Un peu des autres. Ouais, c'est ce que Bouna il disait, c'est un peu une auto-promo. Une auto-interview. Auto-interview. Alors là, j'ai voulu dire ça. Il ne s'agit que de ça. Envoie le son. Ça, c'était le dernier sur toi? C'était oui. Voilà la première de Poneglyph. Poneglyph. Nico Robin va bien. Nico Robin va bien. Ok, c'est le principal. Merci Diff. Bounaï. Dis-moi Hubert. Bah on va parler un peu de toi quand même. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Où est-ce qu'on peut te voir? Le pestacle. Ouais. C'est quand les spectacles? Je commence mon nouveau spectacle là, le 21 septembre à l'Européen. Ouais. Pendant 4 mois sur Paris. Après, je suis en tournée pendant un an. Là, juste restons dessus. Ça fait combien de temps que tu le prépares? Ça va faire. J'ai arrêté le 12 février et j'ai commencé à écrire. Tout ça se passe mon anniversaire, c'est le 13. Merci, c'est sympa, ça se respecte les gens. Exactement. C'est pour ça que tu t'appelles Valentin? Et je commençais à partir un peu dans des petites salles partout en France pour parler aux gens et expérimenter les blagues en début mars, quoi. Ça, c'est des choses que tous les comiques font, expérimenter les blagues en dehors des grosses villes pour après les mettre dans le spectacle? Non, souvent le processus normal c'est d'aller dans les comedy clubs, de rôder un 2 minutes, après un 5, un 10, un 15, jusqu'à avoir son heure, quoi. Et après c'est comme tout, chacun a ses processus de création, donc moi c'est comme ça. Comment tu t'inspires pour l'écriture? En fait, j'y vais à l'arrache. Je regarde avec les gens ce qui les intéresse au moment T. Ouais. Je trouve des blagues c'est le moment sur l'actualité. Voilà. Le moment Majin. Ouais, non, c'est la première lettre. Ouais. C'est pas grave. Il me semble. Hein. Oui, Valentin. Ouais. Mais il faudra qu'on néglige sur ce que j'ai dit. Ouais, pourquoi est-ce que j'ai utilisé le moment T? Bounaï a voulu dire. Comme Tortue Géniale. Du coup, j'ai 2 questions. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les smartphones, comment tu fais pour protéger, parce que l'intérêt d'un spectacle, c'est la punchline, c'est comment tu nous amènes au gag, à la chute. Comment tu fais pour éviter justement qu'elle tourne, tu sais, que tout le monde ne sorte pas en disant « Ah, c'était trop marrant », voire même que certains juste volent le contenu en racontant la même blague, en la postant sur Twitter. Bah, tu vois, sur tous les réseaux, là, en fait, c'est pas moi qui poste les vidéos. Donc, toutes les vidéos qui tournent sur Snap, TikTok, Insta, etc. et tout, j'ai commencé à en poster, là, il y a 2 ou 3 semaines, tu vois. Mais tous les millions de vues qui ont été vus, ça a été... C'est le partage du peuple. Voilà, c'est entre guillemets du vol ou du partage. Et pour moi, en fait, tu sais, une blague, je l'ai créée. Ce qui compte, en fait, c'est qu'elle soit entendue et qu'elle soit kiffée, quoi. Après, quand tu me parles de TikTok, c'est la base, c'est le vol. C'est l'appropriation, on fait croire que c'est nous. Ouais, c'est juste ça. Donc, je laisse. C'est cool, quoi. Parce que tes pestacles là, ce que je peux t'aider, c'est battre de l'impro. Où ça se voit que tu improvises sur 1 ou 2, 3 boucles. Tu vois, il y a un de mes gars, un gars sûr à moi, tu vois. Il est spécial pour moi, tu vois. Il a plusieurs femmes.
c'est genre un Tengen, tu vois ce que je veux Non, dire. bah oui, on voit tout ce que C'est c'est. un peu comme quand on dit j'ai un ami. C'est pour un ami. parler de Vous soi, m'emballerez, là. Prix Prison School, vous m'emballez, faites un paquet cadeau, c'est pour un ami. Il m'a dit, il est parti à ton spectacle. Avec ces 3 femmes. Non, il a ramené que 2. Tu vois. Et donc, en fait, tu as demandé, ouais, ça va, toi. En plus, il est bien balèze. C'est qui avec toi? Il est, c'est ma femme. Et à côté, c'est qui? C'est ma femme aussi. Et il m'a dit, tu l'as tué pendant tout le spectacle. Tu te souviens? Il a jamais pleuré de rire autant que. Tu vois, ça veut dire que même là, t'étais, au fond, là, je crois, il y a la bite de ton mot. Je rappelle que cette émission est tout Oui, public. tous les jours, il me parle de toi. Donc, en vrai, toi, je vois que dans tes spectacles, c'est beaucoup d'impro, tout ça. Il y a un mode pour être comme cela, parce que forcément, il faut être azelé pour envoyer des punchlines instantanées qui sont pas prévues dans le script. Bah, moi, je me mets en mode Luffy, en fait. C'est-à-dire que moi, mon indo, c'est de kiffer et il arrivera ce qui arrivera. Bundi Yamin. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'est juste être open. Mais après, évidemment, des fois, les gens peuvent être déçus parce que c'est pas au niveau à cause de la fatigue, à cause des trucs, etc. parce que t'enchaînes quand même. Ouais. Mais bon, la vie est longue. Je vois le bail. Soso. Elle est assez longue pour regarder One Piece. Bon, Je savais que t'allais rebondir là-dessus. Moi, j'ai une question justement, toi qui es fan d'animé, de manga. Dedans, il y a beaucoup d'humour. Est-ce que ça t'a inspiré? Parce qu'après, c'est de l'humour japonais. Ne serait-ce que One Piece, il y a beaucoup d'humour dedans. Mais je sais qu'il y a Gintama, il y a plein d'autres choses. Est-ce que ça t'a déjà inspiré? Et est-ce que t'as déjà eu l'idée de parler de ça dans tes spectacles, des mangas ou trucs comme ça? Ou est-ce que c'est encore trop niche? Alors, c'est encore un peu trop niche, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure avec l'autre invité, là. C'est qui me disait que j'étais pas allé au Tsume. C'est que moi, j'avais proposé à Cyril d'écrire un stand-up sur les mangas, tu vois, et de faire ça comme ça. Mais c'est vrai que, ouais, quoi, tu vois, j'ai une vanne à dire que c'est les Renois, vous avez mangé tous les fruits du démon. Oui, moi j'en ai Si vous mangé. savez pas nager, c'est ça? Oui. Ouais. Parce qu'ils sont surpuissants, ils savent pas nager et ils ont acquis du armement. Ouais, totalement. Tu sais qu'il y a des vidéos de Div qui existent où il essaye d'apprendre à nager. D'ailleurs, Face pourrait très bien en parler parce que lui, il était là à ses côtés. Et c'est pas fameux. Non, j'arrive pas. J'ai vraiment mangé un fruit du démon. Fou là. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Que dire? Avant de revenir sur les mangas, à mon avis, non, mais est-ce que tu t'interdis des choses sur scène? Non. Ah bah on a compris, Ça se voit. Non, mais non, c'est parce qu'on a encore la chance de se dire que c'est encore le seul endroit en fait de liberté. La scène, le seul endroit libre. Ah oui, il y a plus aucun endroit de libre. C'est sur Twitch, tu peux te faire ban comme ça. Ouais, sur Insta, Facebook, j'ai été shadowban longtemps. sûr. Je suis shadowban là. C'est pour ça que YouTube, ils m'ont coupé mon truc. Mais que sur vrai? scène où t'es un dit. Mais attends, ils t'ont coupé ton truc alors que c'est des extraits de tes spectacles? Ouais. Ok. Ouais. Parce qu'un gros mot, parce que non. des trucs. Ouais, parce qu'il y a des gens qui signalent. Ouais. Tu vois, si y a 10 gars qui signalent, bah, tu prends le truc. Quoi. Ouais, les gens qui sont affectés émotionnellement. Donc tu peux vraiment être toi-même qu'avec ton public qui vient de voir, c'est ça? Ouais. Mais je le suis aussi en vidéo. Ouais. Après, pour moi, ça me dérange pas en fait. Je l'ai mis, vu, pas vu, ça existe. Tant pis. Tu peux rien faire contre eux. Bah oui, c'est ça le problème. Ah oui. Et donc en vrai, t'es vraiment sur scène, t'as pas peur. T'envoies freestyle. Ah mais oui. Free. Mais il faut jamais avoir peur. Goldie sur scène. Roger. Faut jamais avoir peur sur scène. Sur scène, tu t'en as fait de la Oui, scène. bien sûr. C'est que du kiff. Exactement. C'est que du kiff. C'est le meilleur moment du oui. bail. Bah Bah oui. oui. Et rapidement, je te le disais tout à l'heure en antenne, et on en parle souvent avec Div, donc il y a ce film Problemos qu'on aime particulièrement avec Div. Et voilà, tu vois, il rigole. Et il y a ce moment où, pendant ce film, tout le monde croit que t'es un chaman, et en fait, on se rend compte à la fin que t'es un SDF. charreau. SDF charreau. Et qu'il y a Blanche Gardin qui dit ouais, je croyais que t'étais chaman. Ah bah moi je croyais que tu voulais juste Ken. Et alors, comment cette réplique est venue? De toute façon, elle vient de toi. C'était Ken le survivant. Et, Ah oui, il avait regardé encore une fois Prison School. Non, mais tu vois, c'est Blanche qui a écrit, le Les film. dialogues, quoi. Ouais, qui a écrit, le film avec Noé Debré. Ouais. Et oui, et c'est parce qu'en fait, c'est les massages.
C'est tu vois, Blanche, elle a un sketch comme ça où les mecs ils te proposent un massage, mais c'est pas pour masser. Bah oui. C'est pour le reste. Ouais, c'est un préliminaire, tu vois. Pré. Donc oui. Eh ben, je vous invite à regarder Problemos, et puis ce moment est incroyable. Et niveau manga, bon, on a parlé de One Piece, est-ce que quels sont les mangas que tu lis ou que tu regardes assidûment en ce moment? Là, c'est Jujutsu Kaisen. Ah, voilà, t'as touché Soso. T'en plein. Enfin, mais c'est pas ma entre top, guillemets. c'est Ouais. celle-là. Je l'ai pas d'ici, vraiment. Même si elle est jetable. Je le savais. Je m'en suis voulu. J'attendais aussi. T'es en pleine saison 2 là? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce manga? Animé ou lecture? Les deux. Les deux. Ah, t'es à jour en même temps? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le manga du coup? Bah, quoi, là, sur l'arc du Shibuya, là Alors, Non. du Shibuya, puis même dans Jujutsu Kaisen en général. Non, Sans ju- spoil. On va rester dans l'animé si tu veux, c'est plus simple. Non, mais ouais, bah alors si on reste sur l'animé, le fait que Gojo, il ait cheaté sa mère Oui. et que tu vois tous les autres tu sais, y aller, etc. et tout. Et là, sur l'arc de Shibuya, je sais pas si je peux spoiler ou pas. Non. spoil pas. D'accord. C'est pas encore sorti. Mais Vas-y, voilà. doucement. Ok. Donc, Mais c'est ton préféré, Gojo? ah oui. Ah oui, c'est mon préféré de fou. Et là, il sort pas la même chose que pour Zoro tout à l'heure. Il m'énerve, lui. il est Parce qu'il n'y a trop pas beau. le live action encore. Ah ouais, non, mais ils trouveront personne. Hein. Quand on va voir un mec avec des yeux bleus extraordinaires. Ah bah c'est Ouais, c'est Valentin. moi. Ouais, C'est moi. Voilà, je sais pas comment vous le dire. Ouais, bravo. Et t'en as un autre que t'aimes particulièrement, peut-être juste en lecture? Donc, en lecture, T'as lu Dan 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 ou pas? je vais m'y mettre. Parce que j'ai vu que toi, tu t'as tweeté. Il y a Richie qui a tweeté. On force etc. sur Dandadan, mais ça le mérite. Hein. Ouais, Oui. sérieux. Alors vas-y Soso, refais-nous le pitch rapidement de Dan Dadan pour ceux qui l'ont pas lu. Ah ouais, c'est la meuf des fantômes et la meuf des extraterrestres. Le mec des extraterrestres. ouais. Quand il y a une histoire de Zizi disparue. Oui. Non, en gros, on a Ken Takakura qui est un peu un introverti, qui ressemble un peu à Mob dans Mob Psycho d'ailleurs, qui J'adore lui Mob est Psycho. fan des ovnis, qui croit dur comme fer aux extraterrestres. Et on a Momo Ayase qui, elle, est plutôt dans les délires fantômes et chacun ne croit pas en l'autre sur sa croyance. Et du coup, ils vont se rencontrer et ils vont se lancer le défi d'aller, du coup, Ken dans un endroit où c'est hanté et Momo dans un endroit où il y aurait. Ken dans un endroit assez hanté? Non! Pardon, c'était pour enfants. Ouais, c'est pour enfants. Alors, on n'est pas loin, mais en gros, lui, il va aller dans un pont, enfin non, un tunnel où il y aurait un esprit, et elle va aller dans un endroit où il y a Une maison. il y aurait eu il y a un immeuble où il y aurait eu Ouais, des immeuble. extraterrestres qui auraient été vus, sauf que du coup chacun va découvrir que ça existe. Elle va se faire attraper par des extraterrestres qui vont vouloir repeupler la Terre avec elle, c'est un peu compliqué. Et lui il va tomber sur une vieille dame, Mamie Turbo, qui veut lui manger les bijoux de famille. Ne posez pas trop de questions, mais en tout cas c'est complètement barré, et en même temps il y a c'est tellement bien dessiné, c'est Yuki Nobutatsu qui le fait. C'est un des assistants, c'était un des assistants sur Chainsaw Man. C'est un gars qui, je sais pas comment il fait pour sortir ça toutes les 2 semaines en termes de dessin. Alors je sais qu'il avait pris de l'avance pour son manga, mais c'est juste très beau. Il y a de tout dedans, donc il y a la science-fiction fantastique, il y a un peu d'horreur du coup, il y a de l'action, il y a de la romance, il y a du slice of life, du school life. Ça tient le rythme, parce qu'on se posait la question, le rythme reste soutenu? Le malgré rythme toutes reste les parutions, soutenu. quoi. En fait, oui, ça reste soutenu au niveau des parutions. En général, il y a des fois où il y a 2 semaines, voilà, maximum 3 semaines, je crois, de pause. En fait, je voulais dire, je me suis Le rythme dans l'histoire. En histoire, ouais, dans En fait, l'intensité. t'as toujours des arcs. Et il y a des petits moments de creux, mais qui sont incroyables, parce que c'est des petits moments un peu slice of life, tu sais, où il va y avoir toujours cette romance qui te tient entre les deux. Et en fait, c'est des moments où tu souffles et après ça repart, parce qu'en vrai, il enchaîne de fou quoi, au niveau de l'histoire. Et il il y a introduit eu- d'autres personnages. Ouais, et il y a plein d'autres personnages qui arrivent. combien de Il y a En France, on est à 7 tomes, je crois. 7 tomes en Après, France, moi, ouais. je suis la parution des chapitres sur Manga Plus, et on est quand même bien avancé. Mais c'est vrai que il y a eu un petit moment où c'est vrai qu'au niveau des chapitres, j'ai l'impression qu'on se perdait au niveau de l'histoire. Je sais pas où ils voulaient aller. Et là, depuis quelques temps, ça reprend. Et on est pareil sur un autre personnage qui est hyper intéressant. Et franchement, je kiffe. Toutes les 2 semaines, c'est incroyable. Ok. Et il y aurait un animé qui arrive. Ah, c'est ma part. On sait pas. Comme s'ils n'avaient pas assez de boulot. Bunai, dis-moi, c'est mon côté un peu hardisson. Alors, sinon, moi, c'est Ouais. Hunter x Hunter. Ah bah attends. Voilà. Du Alors, coup, Jujutsu Kaisen et Hunter x Hunter, pour rappel, donc Gege Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, revendique d'être un grand fan de Togashi et d'avoir voulu Recréer le naine. non, c'était plus Yu Yu Hakusho, mais rendre justice à Yu Yu Hakusho, enfin rendre hommage à Yu Yu Hakusho au début, c'est ça qui lui a dit de faire des personnages qui étaient gris, qui
C'était pas c'est juste c'est les ça. gentils, Ouais. les méchants, de faire vraiment ça, Bah, de montrer Yusuke, qu'on il est ni gentil ni méchant. de montrer qu'on n'est pas juste dans un univers non manichéen. C'était l'arc de Senshi dans Yu Yu Hakusho qui avait introduit ça, un méchant qui finalement n'en est pas un, mais pas la Vegeta. Tu vois, pas quelqu'un qui juste, hop, je flippe, et voilà. Et Mais donc c'est ça pour m'étonne pas. Donc tu vois, t'es Ouais. logique dans tes goûts, bravo. Oui, Ah, mais- Justement, puisqu'on est dans les goûts, est-ce qu'il y a un personnage de manga ou un manga entier qui te motive énormément et qui peut, entre guillemets, t'aider par rapport à l'histoire dans toi, ton développement personnel ou dans le développement de ton boulot? Alors, moi, il y a vraiment un manga qui m'a mis une claque dans Ou dans mon ta vie, hein. dans mon rapport à l'humain, ça a été 20th Century Boys, Ouais. tu vois, avec va en parler tout à des l'heure. histoires que je me racontais avec mes amis d'enfance et avec la vie rêvée que 20th je Century Boy, je suis pas au courant du bout. Est-ce que t'as vu Monster? C'est Monster. C'est par le même auteur que Ok, Monster, d'accord. et pour te montrer Vas-y, juste son niveau, et j'avais ça, pas la ref. Ok. c'est 20th Century Boy, c'est magnifique, quoi. Donc ça c'est un manga qui m'a Bouleversé. touché particulièrement. ouais. Ouais. Et puis non, mais puis Mais qu'est-ce qui t'a touché exactement? C'est l'aventure qu'il y a dedans? c'est l'aventure, c'est la solidarité, c'est ouais, je sais pas, c'est un tout. Ok. ouais. En fait, il arrive à te mettre une atmosphère qui te rend nostalgique. C'est pas ton histoire, Ouais, mais t'es nostalgique c'est ça, de exactement. ce truc-là parce que tu vois un parallèle avec ce que toi t'as vécu. Exactement. Et donc tu te projettes et t'es dans une empathie constante. Alors que c'est une histoire fantastique, et encore une fois, c'est pas ton histoire, c'est au Japon, c'est dans les années 70, enfin c'est vraiment, ça a rien à voir avec notre enfance, mais c'est notre enfance. Ouais. Voilà. C'est celui qui te touche le plus? Non, qui m'a vraiment touché le Ouais. plus. Ouais, parce que celui qui touche le plus, c'est le pote Ouais, de j'avais Non, compris. non, Oh, mon c'est frère. celui qui me touche le plus, c'est One Piece, tu vois. C'est voilà. On Moi, revient je sais toujours pas, sur One Piece, ouais, je pourquoi sais pas comment vivre après One Piece. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu te sens? Enfin, quelle est cette puissance que One Piece t'inspire, t'insuffle? En fait, tu vois, moi j'ai un humour ultra imagé Ouais. et qui se base quand même sur la réalité, tu vois. Et sur One Piece, tu peux voir toutes ces allégories et sur qu'est-ce que c'est que ce monde en fait. Ouais. C'est une photo de notre monde. Exactement. Avec, j'ajouterais quand même une joie de vivre. Parce que surtout dans les tout premiers tomes. Dans les tout premiers tomes, tu sens à chaque page les bonhommes, ils sont là avec des gros sourires, la vie elle est belle. Et même après sur certains trucs, moi il y a des moments, bien sûr on est ému quand Nami pleure, donc notamment la scène qu'on voit dans l'adaptation live. Mais moi c'est ces moments de joie de c'est bon les gars, on se relève, on est ensemble. Ouais, y a tout, et c'est ce que ça m'a manqué dans la série. De pas voir Zoro Ça va arriver, plus ça va arriver rire par la de suite. voir. Ouais. Ouais. Ça va peut-être arriver par la suite. Ouais, One Piece c'est un peu une safe place en fait pour beaucoup, je pense. Parce que même si ça aborde des sujets ultra durs, et ça le fait de manière rigolote, entre Ouais. guillemets. Il arrive toujours à redorer un peu le truc et à montrer que c'est dur, mais qu'on peut se relever, parce qu'après le fil, lui son truc de base c'est l'aventure, et il se relève à chaque fois, et du coup c'est le shonen neketsu, c'est vraiment le personnage classique shonen neketsu, mais du coup je pense que pour beaucoup, One Piece c'est un peu la safe place, et ça te permet de sortir un peu de ta bulle, surtout quand tu vas pas bien, je pense. Et dis-nous, Bunai, qu'est-ce qui arrive là pour fin 2023, début 2024 pour toi? Alors là, je suis en train de lancer un podcast. Sur quoi? Sur WAM. Ah bah. Très beau sujet. Voilà, j'ai C'est appelé un peu ça comme Poneglyph. Je vais revenir sur mes vannes et vous expliquer pourquoi c'est drôle. Il appelle Love Tale. Non, mais ouais. Non, ouais. J'ai envie de créer un safe place. Ça s'appelait le Bounistan, où j'invite mes potes à parler des heures de sujets Divers de tout et et de variés, rien, ouais. divers et variés. Et en même temps, avec une petite demi-heure sous champi. Ah, alors ne faites pas ça chez vous. Oui, ouais, voilà. Ok. Mais voilà. Champagnon. Voilà. Ouais, Mais juste, c'est du voilà. champagne. C'est le Tu Bounistan, veux, quoi. tu veux pas. Mais Ça, voilà. t'as déjà une date de début de podcast? Là, je fais un premier tournage le 2 octobre. Ah oui, là c'est imminent. Ah oui, Ouais. d'accord. Mm. Et niveau scène, tu nous as parlé. Et niveau film, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Il y a des films en écriture. Il y a Ah. des films en écriture. Donc il y a beaucoup de boulot là. Il y a que du kiff. C'est que du kiff. Tu sais que à chaque fois que t'as besoin de promo ou pas, Yata est là pour toi. Ça arrive.
Voilà, je te le dis. Non, je ferai un morceau avec Diff. et j'attendrai que Diff explique. On va rappeler de ouf. T'as dit que t'étais à l'européen, c'est ça? Ouais. Je serais devant. Devant l'européen, Attends, c'est ouais. place de Clichy. Donc, Justement, elle voulait j'y être à la travaille gare. entre 23h et C'est pas 5h. J'ai habité à Port de Clignancourt, t'inquiète, je connais le monde de Narnia, y a pas de problème. Merci beaucoup, Bouniamine. C'était un grand kiff de t'avoir. C'est Tu reviens quand tu veux. Non, moi, c'est un plaisir de découvrir votre émission et surtout de voir. Putain, t'as un puits de science. C'est incroyable, Valentin. Ah, je croyais que tu On parlais. l'appelle le puits d'ailleurs. Pour d'autres raisons, mais on n'en parlera pas ici. On a dit qu'on parlait pas d'alcool. À place de Clichy, on l'appelle comme ça. Exactement. Merci beaucoup, Valentin. Merci. Merci, Soso. Oui, t'allais dire un truc rapidement? Ouais. Et puis, voilà, Diff, on se connaît depuis longtemps, mais je suis ravi de rencontrer Soso et toi, Hubert. Bah, merci beaucoup. Et je veux être dans le podcast et boire le champagne avec toi, frère. Non, c'est pas le champagne. C'est comme C'est pour du Mario champomis, pour mais, grandir. Ah, C'est autre chose. Bon, on va rendre l'antenne sur Non, ça. t'as- Ça m'ennuie t'as un peu sur ça. Diff, passons à autre chose. N'en parlons plus. Merci beaucoup, Diff. Merci à Nico qui était à la réal. Merci à. Il est où, notre cher Face? On le voit plus, mais en tout cas, il est à la prod. Merci à Shahid qui est l'homme de l'ombre et qui est très important. Il On est se gros retrouve- sombre, Shahid. je finis cette émission. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous suivez évidemment chaque semaine. On se retrouve Shahid, je t'aime. mercredi prochain, 19h pour un nouveau Yata sur Move. Ciao.